Quel plaisir de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs, pour cette deuxième émission de la critique de l'homme moderne. Si vous avez apprécié la première, vous pouvez déjà vous abonner si ce n'est pas fait, liker, commenter, partager pour propager l'information et créer des effets de friction avec les esprits qui seront en désaccord et qui viendront également commenter ou même qui réagiront par vidéo interposée ou par une réflexion posée chez eux. Non public. Dans la première émission, je vous ai exposé Alixator, loup divergent. J'ai pris ces deux cas parce qu'ils ont été opportunistes pour se présenter sur Internet en donneurs de leçons face à des médias qui seraient des collabos, face encore à des désinformateurs, quand eux n'ont pas hésité une seule seconde à mélanger le vrai et le faux, sans jamais faire, voyez-vous, un erratum ou une excuse ou ce genre de choses. Ce qu'il faut voir, c'est que ces gens sont tombés dans un anticapitalisme primaire. Dénoncer le côté de l'argent qui domine tout quand ils les en demandent pour leur propre production. Mais allons plus loin, puisqu'en fait, ils sont tombés dans ce qu'on déclarait l'autre jour avec Marx et les autres Ricardo et ce qu'il en est des gens qui ont été à peu près dans le socialisme, de dire que l'homme a transformé son produit en marchandise et qu'il l'a fait notamment en basculant son temps de travail par une rémunération qui doit lui être attribuée. Si j'en viens là, c'est pourquoi. C'est que loup divergent, comme Alixator, ont critiqué le capitalisme, quand pour l'un, il n'a rien fait depuis des années, mais quand même veut utiliser les services de la société. Et pour l'autre, il faudrait robotiser, automatiser des emplois parce qu'il y a de la pénibilité et qu'on se casse le dos, on se fatigue l'esprit par la répétition, par la condition ouvrière, un peu comme Simone Weil en parlait. Maraîchage, remise en rayon, conditionnement et d'autres métiers encore. Donc, si on regarde, quiconque a travaillé dans sa vie, sait que même dans le côté des bureaux, d'administratifs, où il y a la chaleur, où voyez-vous, vous avez des horaires convenables, il y a quand même de l'épuisement. La répétition également de la tâche. Il y a le côté de devoir répondre, de s'adapter aux dossiers qui sont présentés. Donc, chaque métier, en fait, a son niveau d'épuisement. Ça veut dire quoi? Qu'on doit tout robotiser pour laisser l'humain finalement à ne rien faire, mais à profiter de ce qu'une machine ferait. Et à la fin, on viendrait même à perdre la considération pour lui-même, parce qu'en soi, qu'est-ce qu'il apporte? Quelle est sa plus-value pour la société? Blablater, ça n'a pas franchement d'intérêt. C'est bien pour le côté du loisir. Maintenant, en tant que professionnel, à la rigueur, si tu creuses les choses et que tu deviens philosophe, pourquoi pas, mais au vu de ce qui est proposé par ces gens, vous faites le constat vous-même. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on soit encore plus complet que dans la première partie. Donc pour ça, on repart du constat de Marx, Ricardo, d'Engels, sur la façon dont on a transformé la production, arrivé à l'industrie et à l'effacement de l'homme, quand pour d'autres, ce qui est le cas dans Le prochain maître du monde, on émancipe par la technologie. Donc, qui dit vrai et qui vient à se tromper? On va essayer de comprendre ceci et on verra que Simone Weil, dans La condition ouvrière, promotionne l'automatisation et la robotisation, mais dans l'enracinement, vient dénoncer ceux qui travaillent à ça, c'est-à-dire à créer une nouvelle concurrence, en dehors des hommes et des femmes, de l'immigration et de chômeurs, de créer une nouvelle concurrence de la machinerie face à l'employé qui était, on va dire, qualifié dans son domaine, mais peu élevé dans la société par des diplômes ou par ce genre de choses. Donc on laisse sur le tapis bon nombre de personnes qui vont se retrouver dans la situation du socialisme, à tendre la main vers l'État, qui a un monopole, et qui, lui, te dictera ce que tu dois faire de l'argent, ce que tu dois penser, et les agissements que tu dois avoir avec les uns et les autres. Et pour continuer mon excellente analyse et mon recoupage au travers de différents livres, je vous propose tout ça en plus, que je ressente à peu près. Donc, Luc Julia sur la robotisation, les barrières cognitives, comment elles sont franchies. Et puis, on arrivera à Robotaria, donc Robota, travail forcé, les remplacements par les nouvelles industries. Et on verra que ça rejoint ce que Klaus Schwab voulait dans la grande réinitialisation, mais plus précisément dans la 4e révolution industrielle. Mais tiens, c'est bizarre. Non, ça vous interroge pas, les gens? Vous qui me regardez, vous avez certainement déjà entendu Alixator ou Divergent dénoncer le mondialisme, la mondialisation. Pour certains, même accentuer sur
le Forum économique mondial, donc de Klaus Schwab. Mais ils en promotionnent toutes les idées. Et ils les font même fleurir dans la tête de certains. Alors on verra, on continuera l'analyse, on arrivera à Dédale et Icare également, où tout s'artificialise et on pourra même recouper de la ville au technocosme. Tout est entré dans la technique. Où se situe l'humain? Quelle est sa place? Fait-il encore société avec les autres? Et qu'est-ce que l'on peut dire de cette nouvelle civilisation, si on peut la nommer comme telle? Parce que normalement, la civilisation, ça commence par des groupements humains et qui vont se répartir les tâches, qui vont faire en sorte de vivre, on va dire, le plus convenablement possible, de répondre aux premiers besoins élémentaires. Alors que là, on est à la fois dans un côté individualiste, de ces gens qui ne veulent pas cotiser pour les autres, mais qui veulent profiter de la manne qui peut leur être offerte par les autres. Et derrière, il y a encore la réflexion qu'on peut pousser, mais que je vous laisse aussi de temps en temps en suspens pour que vous veniez à cogiter aussi. On aura Hayek, justement la route de la servitude. Puisque ces gens n'ont plus de responsabilité et ne savent plus vraiment comprendre leurs conditions, ils attendent qu'une seule chose, c'est qu'on leur donne des ordres. Tu dois faire ça. Vous voyez, comme des enfants. Ils sont un peu perdus. Et ils ne sont pas dans un état d'innocence. Là, il y a la situation assez dramatique pour nous, en tout cas. Je vous propose un petit récapitulatif de la première émission pour pouvoir faire une transition vers chacun de ces ouvrages. Alors, dans la première, vous avez vu, j'ai utilisé Alixator et Loup Divergent par leurs propos que vous pourrez retrouver sur Internet. Je vous laisserai, si vous êtes curieux, d'aller voir leur position anticapitaliste. Parce que ce sont des boomers, enfin, des enfants de boomers. Donc, qui ont le même comportement arrogant. Même s'ils se targuent d'être des gens dans l'humilité, dans l'écoute de l'autre, prêts à accueillir le moindre reproche. Mais bon, dès que ça vient de plus jeune, immédiatement, voyez-vous, ça rentre en état conflictuel. C'est donc des feignants qui ne savent plus ce qu'est la route du travail et qui veulent donner des leçons sur la société, sans comprendre quelles sont les structures de population. Parce qu'à les écouter, on abolit tout, on laisse une entière liberté à chacun et il n'y a plus de propriété privée. Si je veux aller chez toi, je m'installe dans ton canapé. Si je veux utiliser ton jardin pour ceux qui est, par exemple, dans une maison, je peux y aller. Qu'est-ce qui fait que ça t'appartient? Puisque du coup, on n'a plus aucun salarié qui existe. C'est chacun s'installe là où il veut. Il crée sa cabane. Il n'y a plus de normes. Tu peux également te retrouver dans une villa, tu vois, tout dépend de ce que tu veux faire. Soit tu es quelqu'un, on va dire, pacifique, et donc tu vas te retrouver dans un bois, et tu vas commencer à te faire une cabane, mais derrière tu verras que ta solitude ou ton petit groupe te mènera à la décadence par des maladies, par un manque d'hygiène, par bien d'autres choses encore. Parce que si tu veux retourner à l'état préhistorique, bah tu perds. Voyez-vous, toute la logistique, tout ce qu'on a emmené de bien en fait. C'est ces gens, comme je disais, qui profitent de l'électricité et de l'eau qui leur parvient dans leur logement, quand ils sont en tout cas logés à titre quasiment gratuit, puisque c'est l'État qui paye les APL et qui leur donne le RSA. Et pour les autres qui vivent dans un van, mais s'arrêtent à des campings ou encore chez d'autres humains qui ont eux aussi une propriété. Et donc qui bénéficient à nouveau de la structure de la civilisation, voyez-vous, de ce que les uns apportent aux autres, de ce qui se trouve dans les magasins. Et je ne vais pas refaire tout le listing de l'autre jour. Mais c'est pour vous dire que ces gens pensent qu'ils sont arrivés à un état de conscience suprême et qu'il y avait une société qui a déjà existé où l'homme était libre. Et qu'eux, ils sont en capacité de la recréer aujourd'hui avec la même proportion de population. Et là, s'ils te disent non, mais on peut réduire la population, c'est bizarre, parce que d'un coup, ils reviennent à ce que veut Schwab ou encore à ce que souhaite Bill Gates et d'autres, qui rejoignent, ni plus ni moins, que le principe de population de Malthus. Pourtant, à longueur de temps, vous les entendez parler des populations, voyez-vous, d'hécatombes qui n'existent pas, mais qui sont capables de vous dire. Alixator, on l'avait imagé récemment, là, on l'a vu sur un direct, qui a parlé du Congo, comme quoi il y avait eu autant de morts que pendant la Seconde Guerre mondiale. Comparer 20 000 cas et quelques milliers de décès à des millions de morts, c'est pas très sérieux. Pour le Divergent, ça a été à de multiples reprises annoncé l'hécatombe par des gens vaccinés.
On attend toujours de voir les individus tomber dans la rue, quoi. Il y a eu en effet des morts, des effets secondaires très graves qu'il faut dénoncer, mais là était la proportionnalité du propos. Là, il faut pas être, on va dire, trop froid ni trop chaud, il faut tempérer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi, il ne faut pas non plus diminuer les faits qui pourraient arriver par la suite. Mais ils ont mis les gens dans un état de peur. Et rappelez-vous, je marque rapidement une petite pause, à l'époque je parlais de Claire Sévrac. Et j'avais trouvé sur plein de sites des choses qu'elle disait mais qui n'étaient pas vérifiables. Pourtant elle était prise au sérieux par Alix Sator, encore une fois, qui disait que c'était son ami, qu'il la connaissait, qu'ils avaient des documents déclassifiés de la CIA, enfin ce genre de choses, quoi. Donc on attend toujours les preuves. Et pour Lou Divergent, ça a été pareil, dire que Sévrac ou encore Serge Monast ont été assassinés et sont morts. Moi, à l'époque, j'ai tenté de les remettre dans le droit chemin. J'ai dit, attention à ce que tu es en train de lire, va vérifier derrière. Et malheureusement, ces gens sont dans l'incapacité de recouper les informations qu'ils ont, mais ils se disent professionnels. Donc leur anticapitalisme, il en est de même. Ils veulent critiquer une société qu'ils n'ont pas compris. Ils ne l'ont pas compris, cette société, mais ils voudraient te dire comment la refonder et solidifier les liens familiaux quand pour certains, ils sont carrément arrachés de ceux-ci. Peut-être par des folies, justement, d'invention de personnages qui prennent le pas sur d'autres, ou sur la réalité. Et là, on voit que ces deux cas, c'est quand même deux micro-entrepreneurs. Alix Sator, c'est un patron en carton, qui n'est pas propriétaire d'un restaurant et ayant 9 employés comme il l'affirmait à une époque. Par contre, c'est bien un micro-entrepreneur qui crée, génère des micro-revenus. Comment ? Par des spots publicitaires sur YouTube qui sont permis comment ? Vous en doutez, par des entreprises du privé qui ont tout un tas de salariés et qui derrière ont une enveloppe pour la publicité, donc pour les spots qui apparaissent sur leur chaîne, pour ceux en tout cas qui sont monétisés comme tels, et qui vont faire que dans la société, les produits, au lieu de les payer 1 euro, on les paye 1,10 €. Parce qu'il y a ces 10 centimes qui vont dans le forfait publicité. D'ailleurs, ça c'est une des démarches auxquelles je m'attelais après par la suite, parce que je suis en train de recouper tous les programmes politiques pour en faire un seul et montrer les idées qui sont bonnes à gauche, à droite, du socialisme comme des nationalistes. Bref, faire un mélange de ça et émettre également des propositions, solutions. Et revenons maintenant à ces cas. Donc des micro-entrepreneurs pour des micro-revenus, qui dénoncent une société, de manipulation, par exemple, par la pub, alors qu'ils utilisent la pub pour se faire financer. Puis, la grande majorité de ce qu'ils perçoivent provient à nouveau d'une sorte d'ingénierie sociale, orchestrée cette fois-ci contre leurs auditeurs et spectateurs, où ils vont leur faire la poche, en jouant de l'émotionnel. On pourrait même y joindre Ragnarok, mais on va le laisser tranquille. Il veut faire son humour, pourquoi pas ? Mais on sait très bien comment il fonctionne. À nouveau par des liens, du sentimentalisme, pour faire en sorte de se faire financer une voiture. Pour d'autres, ça va être un transport pour aller à un décès, dont ils ne vont même pas aller, mais dont ils ont scénarisé l'atrocité pour pouvoir faire pleurer dans les chaumières les uns et les autres. Alors oui, je pouvais parler de Chaumont, peut-être, en effet. Mais il y en a d'autres. Je ne vais pas pouvoir manger. Et je vais en venir à dévorer carrément un pigeon. Et comme ça, qui constitue sur Discord un peu de pitié. Pas de la piété, de la pitié. Et à partir de là, ils ont compris tout ce qu'est le programme neurolinguistique, à quel moment mettre un peu d'actu, mettre une pause et inscrire comme ça, voyez-vous, insérer leur appel au don. Et jouer à des petits mots que les croquettes, référence au chien, oh tiens, l'animal, un peu d'empathie. C'est ce genre de choses, c'est des techniques qui ont été très bien saisies et qu'ils ont déployées. Donc les mêmes gens qui dénoncent le capitalisme, qui œuvrent de ces pratiques, rappelons-le, dans le côté de conditionnement, ce genre de choses qui vont arriver à des habitudes dont on reparlera après. Donc Alix Sator, micro-entrepreneur, contre le capitalisme, c'est quand même bizarre. Lou Divergent, c'est pareil, avant il avait une entreprise de flocage, puis il est devenu micro-entrepreneur par ses contenus sur Internet, il voulait être maître chien, il a échoué avec ses propres animaux, donc il s'est ravisé de ne pas donner de leçons aux autres sur ce point-là. Mais c'est bizarre, des micro-entrepreneurs, dont leur objectif
et justement de se faire financer, d'utiliser le capitalisme, qui se retrouvent à le dénoncer. C'est étrange. Ces deux cas-là, ils possèdent des biens. C'est pour ça que ça me permet, voyez-vous, d'imager ce qui peut se trouver dans la société. Dans les socialistes, on retrouve ceux qui n'ont rien et qui jalousent ceux qui ont réussi à construire, voire ceux par contre qui sont, voyez-vous, dans un héritage d'héritage et qui certes est déployé des fois sur le fait d'avoir colonisé des pays, asservi des populations, exploité l'être humain. Il faut l'entendre aussi. Mais souvent, c'est ceux qui n'ont rien qui dénoncent ceux qui ont un petit peu. Et là, on est sur ces deux cas dans une autre notion, un cran un peu plus au-dessus. Ceux qui possèdent un minimum, qui se veulent minimalistes, pas pauvres, hein, comme dirait Alixator, je ne suis pas pauvre, je suis minimaliste, mais qui veulent dénoncer le capitalisme. C'est-à-dire, au moment où ils ont obtenu ce qu'il leur fallait, c'est bon. La société économique ne doit plus exister. Le fait de devoir payer des services ou des biens, ça doit être résolu. On doit y mettre fin. Ces gens sont propriétaires d'une voiture, pour l'autre ou divergent d'un van payé ou non par la générosité de sa communauté. Ils ont de l'électroménager, des vêtements comme tout un chacun, ce qui est normal. Ils ont donc la possibilité de prendre de l'essence, bref. Mais surtout, on va s'arrêter sur les biens qu'ils possèdent. Et c'est ces gens, à partir du moment où ils ont acquis suffisamment, ils s'en foutent des autres. Après moi, le déluge. Donc on arrête la société maintenant. Toute forme de production industrielle à la chaîne ou ce genre de choses, on met le haut là. Attends, il n'y a que toi, donc les nouvelles générations qui arrivent, elles font quoi? Elles vont hériter, certes, dans une première partie des biens de leurs grands-parents ou parents qui viennent à décéder, mais après, une fois qu'on a épuisé tout ce qui est en héritage, qui vient à s'user par le temps et qui se dégrade, donc qui est inutilisable, on fait quoi? Vu qu'on a tout arrêté, on n'a plus transmis non plus les compétences pour pouvoir créer. Et c'est là où on va en arriver après. Donc ces gens possèdent de l'électroménager, comme je disais, des smartphones, ordi. Enfin, ils utilisent le système, Internet, la téléphonie, tout ce qu'il en est, les nouvelles applications qui sortent, les entreprises, Google. Mais ils vont dénoncer le capitalisme. Et c'est vraiment ces gauchistes eux-mêmes qui, la journée, vont manifester et le soir prendre un Uber pour aller en soirée. Donc gueuler contre le système économique, combattre la sphère patronale, c'est bien. Mais c'est mieux encore de s'interroger plutôt sur la gestion. C'est-à-dire de conserver ce qui fonctionne, mais par contre d'essayer d'établir une meilleure répartition. Ce que ces gens n'entendent pas par là, hein. Quand ils critiquent la façon dont fonctionne la société, c'est vraiment pour la détruire. Que l'on n'ait plus à travailler. Parce qu'ils sont habitués à se lever à 10 heures. Ils sont habitués à ne pas être inquiétés à la fin du mois. Il y a le RSA qui tombe. Bon, il y en a certains maintenant, avec Internet et la manipulation qu'ils ont créée, les shows qu'ils ont mis en place, c'est 2000, 3000 euros qui tirent par mois. Ils se font financer des vannes ou ce genre de choses, donc c'est pareil. Ils s'en foutent. La plupart de la semaine, ils sont à leur divertissement. Et puis, le mardi, ils font leur petite interview. Et le samedi, leur petite émission qui leur a nécessité 4 heures de mails qu'ils ont reçus, d'interactions sur Twitter ou ce genre de choses. Mais ils ne font pas preuve d'intelligence. Vous ne les verrez jamais présenter des livres, les recouper ou ce genre de choses. Maintenant, ce que je propose, c'est de revenir à Marx. Donc Marx, on l'a vu dans la précédente vidéo, il s'interroge sur la valeur d'usage et la valeur d'échange qu'on va attribuer à un produit et qui, à partir de là, permettent non plus seulement le troc, mais de transformer la chose en marchandise. Ensuite, on a Ricardo, qui vient à exprimer ce qu'est la valeur économique, donc le temps de travail. Maintenant, le temps de travail des uns, est-ce qu'il équivaut aux autres? Sommes-nous tous dans la même compétence? Ou y a-t-il des gens qui, par leur durée dans une entreprise, et vous, ont une efficacité et peuvent même carrément former des nouveaux, des plus jeunes? Donc pourquoi ils devraient être au même taux horaire? Il y a comme ça toute une interrogation à avoir derrière. Donc ça, c'est ce que Ricardo amène. Et ça va fournir à partir de là du pain, non, et pas des jeux pour le cirque, mais du pain aux bourgeois pour justement entamer la lutte des classes. Je vous l'accorde, ça reste de l'art, du divertissement également. Et on en arrive à ce que Marx, parce que je le reprenais par rapport à ça dans Misère de la philosophie, disent que nous sommes dépendants, nous sommes redevables de l'héritage.
que si aujourd'hui nous sommes dans un tel état de confort, enfin il ne le formule pas vous voyez, de cette manière, mais il explique que les outils et les machines, si elles en sont venues à se perfectionner, c'est par le passé du fait qu'il y avait une disponibilité de mains qui était travaillée, par exemple, qui allait travailler au nom de force d'ailleurs dans les champs pour mettre à disposition du coton, que le coton a pu le retravailler, et comme ça, vous voyez, du tissage. Donc les machines à tisser, et puis ça va emmener à d'autres révolutions. Et derrière, ça va tisser en fait des liens humains qui nous font comprendre qu'on peut se simplifier la tâche. Donc le travail moderne ne correspond pas déjà à celui du XVIIIe siècle et encore moins à celui du Moyen Âge, premièrement. Donc parler d'esclavage et le comparer comme si on était encore au temps des coups de fouet ou à suer dans les champs, mais à ne rien en tirer après si ce n'est de quoi juste avoir un peu de potence, là on est au-delà. On sait que quiconque travaille et vient gérer son budget peut derrière se faire plaisir, avoir un ou deux loisirs de temps en temps, être dans un logement seul, pas mélangé avec d'autres. Donc derrière tout ça, c'est du confort, c'est du choix, que beaucoup oublient. C'est donc l'héritage, la transmission des outils, le côté des astuces également, et derrière des techniques qui permettent de simplifier les travails. Quand je me suis mis 2-3 notes à côté. On dépend donc du monde. Et là, j'en venais, après réflexion en dehors du direct, même à comparer notre dépendance, on va dire, aux industries, au progrès qu'on a fait, avec notre état quand on est bébé. Quand on est tout frêle, on ne peut pas se nourrir. La nature a fait que l'homme sort du ventre donc de sa mère, pas encore dans une capacité à pouvoir se déployer dans l'environnement et à se fournir ce qu'il faut en nourriture et répondre à ses premiers besoins. Un bébé, il n'a pas la capacité ni la cognition pour pouvoir se déplacer et hop, se mettre à manger ou autre. Il faut lui mettre. Donc il y a besoin d'un accompagnement. Il y a besoin de cet élément de solidarité. La dépendance à l'autre. Et c'est là, en fait, où on comprend comment fonctionne la population. Et on s'interroge sur la genèse de tout ça. Donc, Adam, enfin, le premier être humain n'a pas pu être un bébé. Le premier être humain a dû être directement constitué dans une capacité de manger. Et c'est là où ceux qui sont dans le darwinisme et dans, voyez-vous, le côté du conflit avec l'homme est en fait issu d'Adam et puis de Ève, ils n'en viennent pas à comprendre toute cette conception-là. Là, c'est un peu le dilemme de l'œuf et de la poule. On revient à ça. Et ce que l'on voit donc, c'est que quand on est jeune, on dépend des autres et surtout on a besoin d'apprendre. Si on se persuade, si on est dans un mauvais environnement, c'est fini pour nous. Soit on va en crever, soit on sera dans un état de sous-nutrition, soit encore on sera dans une incapacité de penser parce qu'on n'aura pas le langage, ce genre de choses. Fut des époques, l'alphabétisation n'était pas répandue. Les gens pouvaient s'exprimer peut-être par des gestes ou par des mots, on va dire, pour se comprendre dans leur dialecte, mais ça restait restreint à certaines zones. Ils n'étaient pas ouverts, on va dire, au monde. Donc pour pouvoir échanger, améliorer la philosophie, ce genre de choses, il a fallu patienter qu'il y ait des cycles d'évolution qui en viennent peut-être à regagner le langage universel avant la tour de Babel et que ça vienne à nouveau à se diviser en plusieurs communautés. Donc, jeune, on est innocent, inconscient. On a besoin d'être formé par notre environnement, par les proches. Et c'est là, cette génération du socialisme qui, elle, veut, en fait, même adulte, dépendre toujours des autres, sans jamais, après, avoir ses propres capacités pour s'affirmer. Ils sont, en fait, toujours dans s'il arrive quelque chose, c'est de la faute de lui. Si je n'ai pas réussi, par exemple, à être propriétaire, c'est de la faute de système qui m'a exclu. Il y a toujours, en fait, le côté extérieur. Et jamais c'est de leur propre volonté que les choses leur arrivent. Enfin, sauf quand il y a de la réussite, là, c'est grâce à eux. Mais dès qu'il y a un peu de défaite ou dès qu'ils sont mis au banc de la société ou ce genre de choses, c'est de la faute des autres. Ils ne veulent jamais se remettre en question. Et donc là, c'est, comme je le mettais, les instincts vers l'accomplissement. Donc, le côté de... Au tout début, tu as juste besoin de répondre à ta faim et à boire, et puis pourquoi pas être vêti et à te retrouver au moins avec un toit sur la tête. Ça, c'est les premiers besoins. Puis tu vas grandir.
Tu as besoin des relations sociales. Parce que l'être humain, c'est ça, c'est un être social. Il échange. Donc pour ce faire, tu dois obtenir un enseignement du langage. Et tu dois aller plus loin. Parce qu'on parle du langage, français, anglais, ou ce que vous voulez. Mais il y a le langage des métiers aussi. Quand tu vas, par exemple, être menuisier, on va t'apprendre quel type de bois il existe, les outils, la façon dont on va après les manier pour aller offrir un rendu. Pour se diriger du patron peut-être vers quelque chose. Et là, je ne parle pas du patron qui dirige, je parle du patron même qui a été déployé pour arriver au produit final. À la compréhension des mécanismes et de ce genre de choses. Donc tout ça, ça a été du progrès. Si on interroge les gens qui travaillent véritablement, il y a de l'épuisement. Mais maintenant, si on vient à comparer avec ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents pouvaient endurer par le labeur à faire du travail au champ, où il n'y avait pas tous les tracteurs, où ils utilisaient les animaux de temps à autre, mais c'est pareil, à nouveau, il fallait quand même déplacer des matériaux bien lourds, d'accord? Avec du matériel qui certes leur avait simplifié la tâche que de prendre la pioche et de travailler toute la terre comme ça à la main sur des hectares et des hectares, pour à la fin ne pas obtenir la luxure d'avoir un lit confortable, une télé ou une radio à l'époque, si la radio existait à ces périodes-là. On a en fait eu du progrès. Et on vient se plaindre de tout, on voudrait mettre dans le même panier, vous voyez, tous les crabes. En fait, non, c'est pas ça, c'est que là, on met dans le même panier tous les crades plutôt d'esprit. Ces gens qui sont dans l'incapacité de voir tous les progrès qu'on a pu obtenir, et qui veulent s'arrêter là d'ailleurs. Ils refusent qu'on continue, mais qu'on mette des bases éthiques. Parce que c'est facile de juste critiquer la forme, mais jamais d'accéder au fond. Donc les besoins, on l'a vu, comme il nous l'inscrivait, Karl Marx, dans son livre, appelle les mains. Donc il renvoie à la notion même de l'agriculture. Chasseur-cueilleur, tu vas comme ça, et chacun vient se nourrir, ça nécessite des mains tout de même, mais c'est à portée de tous. Quand l'agriculture nécessite des mains qui, elles, vont devoir être formées. Comment une graine se déploie. Les terres, à quelle période sont-elles propices pour obtenir, on va dire, les meilleures récoltes? Faut-il laisser la terre se reposer pour qu'elle se recompose en azote et qu'elle puisse à nouveau offrir des belles productions? Au lieu d'y mettre aujourd'hui tous les produits chimiques que l'on fait pour obtenir toujours plus, parce que c'est le principe de population. Tant qu'il y a de l'alimentation et qu'on continue, on va dire, à accroître son rendement, la population, elle n'en manque de rien. Donc elle va continuer à augmenter. Et derrière, on va entraîner certains qui ne font rien, mais qui vont profiter du labeur de certains. Et c'est aujourd'hui, par exemple, des Africains qui viennent en Europe et qui dénoncent un colonialisme, le côté où on leur doit, parce qu'ils ont des droits. Donc ils ont le droit d'être au RSA, de ne pas travailler, d'être logés à titre gratuit, d'être entretenus aux frais des autres. Et en l'occurrence, pour l'exemple de la France, est-ce que vous observez bon nombre de racisés à travailler dans l'agriculture ou dans l'élevage? Non. Pourtant, c'est quand même, on va dire, les deux principaux secteurs qui permettent de nourrir tout le monde. Et qui font la richesse même aussi de la France. Et qui la font rayonner. Et on peut après aller dans le seul moment où on retrouve un peu de racisés, mais qui sont majoritairement européens, c'est dans le BTP. Donc, BTP, les logements, l'alimentation, on est déjà en train de répondre, on va dire, aux deux premiers besoins même des humains. Et derrière, tu as tous les autres pléthores de personnes qui ne font rien, qui profitent. Et ça, c'est grave. Donc, du fait que ça appelle les mains, mais qu'on en a beaucoup qui sont crétins, ils ne veulent pas travailler, on fait quoi? On réduit l'abondance ou pas? Puisqu'on va de toute façon voir la population grandissante, mais les ressources diminuer. Même en inquiéter certains en disant que maintenant, comme on ne laisse plus la terre se reposer et qu'on lui met toujours plus de pesticides, d'herbicides, de fongicides, on est en train de détruire la biodiversité. Au niveau de l'azote, on est obligé d'y mettre carrément des choses artificielles parce que ça ne se refait plus. Alors, là, dans l'état actuel, il y a certaines terres, c'est pas 1 an qu'il faudrait les laisser en jachère. C'est 10 ans, 12 ans. Il y a un livre d'ailleurs sur ça que j'ai lu, que je vous présenterai prochainement. Donc on va droit vers une catastrophe. Vers des famines qui vont être répandues. Et plus seulement accès au Soudan ou dans d'autres pays encore, on va dire, qui sont nommés sous-développés. Nous-mêmes, on va le subir. Et pour anticiper ça,
certains font justement en sorte qu'on réduise l'abondance. Parce que les pêches intensives, le gaspillage alimentaire, les surproductions des terres agricoles, tout ça, ça y est, ça va mettre fin à la société. Et ce qui arrive après, c'est la dépendance du socialisme, qui va te dire justement le quota carbone, le pass écologique, et puis d'autres comportements encore que tu dois adopter. Et tu n'auras pas le choix. Parce que, encore une fois, on a eu trop d'êtres humains qui sont justement restés à rien faire. Alors que quand tu es dans un labeur, tu n'as pas le temps d'avoir 10, 12 enfants, comme certains immigrés font en France. Ou allez, j'exagère un peu, ils sont à 8 enfants, vous voyez, ils t'en pondent un chaque année. Et on ne parle même pas ceux qui sont dans le polyamour, entre guillemets. On va essayer d'adoucir la chose. En soi, c'est de la polygamie, mais rien de plus. Où ils ont plein de gamins, ils ont 2, 3 femmes parce que ça leur est permis par leur culture ou leur religion, qui derrière ont chacune 2, 3 gamins encore. C'est un fiasco. Et on les voit dans certains quartiers à zoner à ne rien faire. Dans certaines campagnes, à rester chez eux assis sur un canapé et à érupter comme ça à tout va de colère sur Internet. Tous ces gens qui ne se réalisent pas mais qui ils font des enfants et leur transmettent le mauvais schéma, vers où on se dirige? C'est la question. Donc que fait-on? On réduit l'abondance, on réduit Internet, on réduit le côté de l'accès à l'alimentation, et encore d'autres secteurs qui peuvent exister. Et c'est là où on en est arrivé à Simone Weil. Donc pour celui-ci, on a fait le tour à peu près aujourd'hui. À Simone Weil, dont on va revenir après sur la condition ouvrière, puisque derrière, elle nous met en image la cadence, la répétition, le côté effroyable de penser que, en fait, à première vue, c'était des outils sympathiques dans ces industries, donc du point de vue extérieur, même pourquoi pas en visitant rapidement les locaux. Mais par contre, que quand tu retrouves dedans les gens qui sont vraiment les agents, hop, 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 lui il est là juste pour regarder la finition, pour arrêter la machine s'il y a un problème, et puis pour toujours faire le même mouvement, le même geste. Et bien là, on est arrivé une fois employé à comprendre la difficulté du métier. Mais néanmoins, il y a eu des progrès après technique. On est dans une période où peut-être le 35 heures n'existe pas. Et surtout, où à la fin, ton salaire, c'est quelques francs et quelques sous. Qui te permettent, certes, d'avoir accès à la baguette ou autre, mais de ne jamais partir en vacances. D'acheter un vêtement une fois par an, et encore, on est généreux. De pouvoir remplir ton assiette avec du poulet ou, mieux, du bœuf. Peut-être un repas sur 2 ou un repas sur 4. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Même ceux qui ne font rien sont capables d'avoir dans leur assiette de la viande tous les jours quasiment. Donc comment on peut comparer la condition de Simone Weil, comme je le disais, avec ce qui se passe là dans notre société du 21e siècle? Quand elle vous déclare que pour aller au travail, c'est la faim au ventre, et que quelque part c'est pour quelques grains, juste histoire de couper, voyez-vous, cette envie, et le lendemain de déployer encore un peu d'énergie pour refaire les mêmes tâches répétitives. C'est notre époque. Ce n'est plus la nôtre. Ensuite, elle parle de consommer, mais qui nécessite d'abord de produire. Comme je disais, c'est une belle leçon pour certains sur Internet. Qu'est-ce que vous produisez si ce n'est du vent? Ça n'a aucun impact dans la société, aucun intérêt. Ça enrichit personne. Elle dit après, elle dénonce en tout cas l'utilisation des étrangers. Donc en concurrence avec les autochtones pour faire tirer les prix à la baisse et entraîner également un salaire vers les abysses. Ni plus ni moins. Mais derrière, dans ce livre, elle parle du machinisme. Regardez ces tâches répétitives que, en fait, une machine pourrait exercer. Pourquoi ne développons-nous pas, donc pourquoi on ne développe pas, pourquoi ne développons-nous pas cette technologie? Et là, on va justement en arriver à cette question de choix. D'accord? La question de choix de travailler ou de ne pas travailler. Aujourd'hui, ça y est, ça ne se pose même plus. Il y en a certains, 1200 € par mois, 1400 €? Jamais, au grand jamais. Parce que derrière, on leur permet. Et je disais l'autre fois, gérer son budget, c'est également du choix.
Je parlais de ceux qui font des enfants, mais qui après ne veulent plus vraiment les assumer ou encore vont se mettre dans un état colérique face à la société parce que ça leur coûte trop cher de mettre les mômes à la cantine, de leur payer des loisirs, de les vêtir comme il faut, et puis pourquoi pas de répondre à ce système. Vous voyez, ceux qui se veulent conscients, mais qui vont quand même se laisser emporter dans les mouvements de masse. Ils vont se dire minimalistes, mais il faut accéder à des parcs d'animation. Pourquoi pas se rendre à Futuroscope ou au Puy du Fou ou à ce genre de choses. Mais tout ça, c'est pas des obligations. Il y a des époques, ça n'existait même pas. Et aujourd'hui, vous y avez accès. De temps à autre, certes, c'est limité. D'aller au zoo, par exemple, même si ça devient cher. De vous rendre au cinéma. Mais tout ça, c'est du loisir. Il y a des époques, ça n'existait même pas. Donc on ne peut pas vous entendre, en fait, sur votre critique. Vous voyez, il y en a certains, ouais, c'est dur de finir les fins de mois parce que mon gamin, je veux qu'il soit habillé en Nike quand même. Quand j'avais son âge, j'aurais aimé, combien j'aurais été satisfait devant les copains d'avoir ça, ou même pour moi parce que ça me plaisait. Ah oui, mais c'est votre choix de dépenser 50, 60 balles dans une paire de shoes pour des gamins aujourd'hui. C'est à nouveau vous qui avez sélectionné le côté de privilégier de partir une fois de temps en temps en vacances. Au lieu de mettre ça de côté, peut-être pour, je sais pas, devenir propriétaire un jour. C'est pareil, ceux qui ont des crédits, des dettes, qui disent « Ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça arrivait, je l'ai subi. Il y a eu des imprévus, des réparations sur la voiture. » Mais tout ça, c'est pareil, c'est pour ton confort, mais que tu ne vois même pas. T'as voulu une voiture au lieu de prendre un vélo ou un scooter ou ce genre de choses. Parce que c'est plus confortable, ça permet de déplacer la famille, ça permet d'aller faire les courses. Tu peux encore de temps à autre te rendre au magasin. Donc comme je disais, faire les courses, voyez, c'est plus simple. Mais c'est parce que tu veux du confort. Et d'ailleurs, toutes ces révolutions, entre guillemets, sont permises par l'industrie, justement. Le côté de Ford. De rendre l'automobile assez accessible, vous voyez, comme ça... les salariés aussi ont un intérêt à être dans la production de ce produit. Alors après, la question de choix, elle intervient quand tu observes ta condition, que tu es dans une capacité de comparaison, dans un état de conscience, d'interaction avec l'environnement. Et là, à ce moment-là, tu apprends à te connaître. Tu apprends à étudier véritablement ce que tu veux. C'est pas juste se déclarer minimaliste comme tel. D'accord ? Et là, pour l'exemple, Alix, qui a été dépassé par sa création Alixator. Il a voulu créer un personnage, faire du théâtre quelque part. Sauf qu'aujourd'hui, il s'est fait dépasser par celui-ci. Donc, il est dans une incapacité de se mettre à l'œuvre. Travailler pour lui, non, c'est trop. Il se laisse entraîner par les plaintes. Si facile. Donc, ce que je vous propose, hop, donc là, je me mets mes petites notes, voyez-vous, des passages. Dans Engels, socialisme utopique et socialisme scientifique. Là, on avait fait la page 24, le soulèvement avec les paysans 3 fois, avec les bourgeois qui sont suivis par ces derniers, mais qui seront dépassés et qui vont payer à nouveau le tribut, la dette. On a après à la page 25, on avait vu l'aristocratie qui en profite, les bourgeois également qui sont organisés pour le côté foncier, déposséder certains, mais se faire plaisir. Attendez, hop, je fais juste une correction de ça. Parce que j'avais laissé en fait activer le micro du bureau. Et de temps à autre, il suffit qu'il y ait un pop-up ou ce genre de choses, ça va faire du bruit. Attendez, je bois une petite gorgée. Pour le gosier, ça fait toujours du bien et ça permet de retrouver une voix qui porte. Nous étions après passés à l'exportation des céréales par les Allemands jusqu'à leur réseautage à l'international pour après se lancer dans diverses industries. Et on s'est arrêté là, puisque je commençais à fatiguer, et surtout parce que ça commençait à faire 2 heures de direct. Donc là, page 41. Page 41. L'ensemble d'idées que représente le socialisme moderne n'est que le reflet, dans l'intelligence, d'une part de la lutte de classe qui règne dans la société moderne entre les possédants et les dépossédés, entre les bourgeois et les salariés. D'autre part, de l'anarchie qui règne dans la production. Mais, sous sa forme théorique, il apparaît d'abord comme une continuation plus développée et plus conséquente
des principes formulés par les grands philosophes français du XVIIIe siècle. Comme toute théorie nouvelle, il devait se relier à l'ordre d'idées de ses prédécesseurs immédiats, si profondément que ses racines plongent dans le terrain des faits économiques. Les grands hommes qui, en France, éclairèrent les esprits pour la révolution qui approchait, furent eux-mêmes de grands révolutionnaires. Ils ne reconnaissaient aucune autorité extérieure, de quelque genre qu'elle fût, religion, sciences naturelles, société, gouvernement. Tout fut soumis à la critique la plus impitoyable. Tout du moins, comparaître devant le tribunal de la raison, justifier son existence ou cesser d'exister. Et là, on va en venir après. Je vous ai préparé à le être ou ne pas être. Parce que certains, on est encore sur un autre personnage d'Internet, pensent être brillants dans la compréhension de être ou ne pas être, comme s'il n'y avait pas de question à avoir. La raison devint la règle suprême de tout. Ce fut le temps où, selon l'expression de Hegel, la tête dirigeait le monde. En premier lieu, dans ce sens que la tête et les principes trouvés par la pensée prétendaient être seuls dignes de servir de base à toute action et à toute association humaine, et plus tard, dans ce sens plus étendu, que toute vérité matérielle en contradiction avec ces principes devait être bouleversée de fond en comble. Je vous ai après sélectionné la page numéro 43, puisque souvent on entend ça, le côté des riches qui sont paresseux et des autres. Alors attendez. Nous savons aujourd'hui que ce règne de la raison n'était, après tout, que le règne idéalisé de la bourgeoisie, que la justice éternelle s'incarna dans la justice bourgeoise, que l'égalité aboutit à la bourgeoisie et à cette bourgeoise égalité devant la loi, que l'on proclame comme le premier des droits de l'homme, la propriété bourgeoise, que l'état de la raison, le contrat social de Rousseau, vint au monde et il ne pouvait en être autrement sous l'espèce d'une république démocratique et bourgeoise. Donc les grands penseurs du XVIIIe siècle, pas plus que leurs devanciers, ne pouvaient franchir les limites imposées par leur époque. Et c'est là où, plus bas, on voit, alors attendez. Ainsi, l'on vit se dresser, durant la réforme allemande, la guerre des paysans et la tendance de Thomas Müntzer, dans la grande révolution anglaise, les niveleurs, dans la grande révolution française, Babeux. À ces levées de boucliers d'une classe incomplètement formée correspondaient des manifestations théoriques au XVIe siècle et au XVIIe siècle, les peintures utopiques de société idéale, au XVIIIe siècle, des théories déjà franchement communistes. Donc l'égalité devait se limiter aux droits politiques, mais embrasser les conditions sociales de l'individu. Il fallait abolir non seulement les privilèges de classe, mais les antagonismes de classe. Et sur la page précédente, je ne sais plus où c'était, mais c'était inscrit, en tout cas moi je l'avais résumé comme tel, les riches, c'est les paresseux, et les pauvres sont les laborieux. En tout cas, c'est présenté. Là, à la page 45, on a observé le contrôle, le côté de Rousseau et de son contrat social. Et ben on nous dit, la Révolution française donna une réalité à cette société raisonnable et à cet État raisonnable. Mais si les nouvelles institutions étaient rationnelles comparées à celles du passé, elles étaient bien éloignées d'être absolument raisonnables. L'État raisonnable avait fait naufrage. Le contrat social de Rousseau avait trouvé sa réalité dans le règne de la terreur. Pour s'y soustraire, la bourgeoisie, qui avait perdu confiance dans sa propre capacité politique, se réfugia d'abord dans la corruption du directoire, puis sous le sabre du despotisme bonapartiste. La paix éternelle promise s'était tournée en une guerre de conquête sans fin. Allons à présent à la page 51 pour cette révolution de la machine-outil. Fourier, comme on le voit, mania la dialectique avec autant de puissance que son contemporain Hegel. Tandis que la phraséologie de ses contemporains ne tarissait pas sur la perfectibilité illimitée de l'homme, il démontra que toute phase historique a sa période ascendante, puis descendante. Et il appliqua cette manière de voir à l'avenir de l'espèce humaine. Si depuis Kant, la science naturelle admet la mort future des corps célestes, depuis Fourier, la science historique ne peut ignorer la mort future de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui va achever notre humanité ?
L'utopisme anglais. Robert Owen, dont on a parlé dans Les Réformateurs, et où l'on a vu que ce personnage a été très influent pour la Fabian Society et certains de ses membres qui ont carrément couvert toutes ses pensées et certaines de ses actions, dont ce qu'il avait établi aux États-Unis, sa communauté qui avait échoué. Tandis que l'ouragan de la Révolution balayait la France, une révolution moins bruyante, mais tout aussi puissante, s'accomplissait en Angleterre. La vapeur et la machine-outil transformèrent la manufacture en grande industrie et révolutionnèrent tous les fondements de la société bourgeoise. Donc on rappelle, la manufacture, c'est... Chacun a son propre rôle. Et après, le côté de la machine-outil, elle vient remplacer certains acteurs pour avoir moins d'intermédiaires et produire plus à un moindre coût. Cette vapeur machine-outil, on va la retrouver donc dans l'idée de machinisme. D'accord ? Mais ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller à la page 76-77 de ce livre qui nous parle du machinisme, et après de recouper avec Simone Weil ce qu'elle a dit dans l'enracinement et la contradiction qu'elle a eue dans la condition ouvrière. Et je vais vous mener petit à petit à ces autres livres que vous avez vus au tout début du direct. N'hésitez pas à rester concentré, c'est important. La possession de conditions favorables de production, naturelles ou artificielles, décide de l'existence de capitalistes isolés, aussi bien que d'industries et de nations entières. Les vaincus sont refoulés sans pitié. C'est la concurrence vitale darwinienne, transplantée de la nature dans la société avec une violence exaspérée. La sauvagerie animale se présente comme le dernier terme du développement humain. L'antagonisme entre production sociale et appropriation capitaliste a pris la forme d'un antagonisme entre l'organisation de la production dans chaque fabrique particulière et l'anarchie de la production dans la société tout entière. Les conséquences. 1. Prolétarisation des masses, chômage, armée industrielle de réserve, misère. C'est dans ces deux formes antagonistes qui lui sont inhérentes dès son origine que se meut la production capitaliste et qu'elle décrit ce cercle vicieux découvert par Fourier. Mais, de son temps, Fourier ne pouvait voir que ce cercle se contracte donc insensiblement, que son mouvement décrit plutôt une spirale qu'un cercle, étant à sa fin, comme la spirale que décrivent les planètes, par la collision avec son centre de révolution. D'abord, c'est la force accélératrice de l'anarchie sociale de la production qui, de plus en plus, transforme le plus grand nombre des hommes en prolétaires. Et c'est cette masse prolétarienne qui, finalement, mettra un terme à l'anarchie de la production. D'un autre côté, c'est la force accélératrice de l'anarchie sociale dans la production qui transforme la perfectibilité indéfinie du machinisme en une loi impérieuse. Pour tout capitaliste industriel, de perfectionner de plus en plus ces machines sous peine de ruine. Puisque les machines simplifiant la tâche, permettant plus de production, vont mettre sur le marché des produits moins chers et, voyez-vous, faire s'effondrer les autres. Ils ne pourront plus être en concurrence. Il y aura d'un côté des produits à très bas coût de la même qualité, voire peut-être même des fois mieux finis par des machines qui peuvent être dans le détail, quand l'humain peut avoir ses défauts, son manque d'attention, la fatigue également, et mettre une faute sur une pièce. Alors, ça pousse. La concurrence à la fois permet aux hommes de demander d'avoir plus de revendications, mais en même temps va amener au machinisme, où certains justement vont par tâtonnement développer ces techniques, ces mécanismes, et qui entraîneront des programmes drastiques de séparation de certains hommes. Mais perfectionnement du machinisme veut dire élimination du travail humain. Écoutez bien, je vais le répéter, ça c'est pour Lou Divergent qui nous dit que ça va libérer l'homme, que c'est bon, on était dans un état d'esclavagisme. Écoute bien, toi qui te prétendais fort dans la sociologie, avoir étudié la société et tous ces courants philosophiques, tu te vautres encore une fois. Et je t'ai repris je ne sais combien
de foi sur toutes tes assertions, tes mensonges, tes tromperies et tes erreurs. Je cite, « Mais perfectionnement du machinisme veut dire élimination du travail humain. Si introduction et multiplication des machines signifiait remplacement de milliers d'ouvriers manuels par quelques milliers d'ouvriers servant des machines, perfectionnement du machinisme signifie élimination constante de ces servants de machines et en dernier lieu, création d'un nombre d'ouvriers en disponibilité excédant les besoins moyens du capital, création de toute une armée industrielle de réserve selon la dénomination que j'ai employée dès 1845. Disponible pour les périodes où l'industrie travaille à haute pression, rejetée sur le pavé quand la crise fatale arrive, c'est en tout cas un boulet au pied de la classe ouvrière dans sa lutte pour l'existence contre le capital, un régulateur pour maintenir le salaire au bas niveau qui seul satisfait le capitaliste. » Je marque une pause. Donc, robotiser, automatiser les métiers, est-ce que tu vas libérer les hommes ? La réponse est non. Tu vas au contraire leur créer d'autres concurrents et, on va le voir après, ceux malheureusement qui ont peu d'études, qui ont du mal avec la cognition pour apprendre et être formés dans de nouveaux métiers, seront mis au banc de la société. Ce qui veut dire qu'ils seront obligés d'être là, à tendre la main vers qui ? L'État tout-puissant, socialiste, qui leur distribuera ce qu'ils souhaitent par un revenu universel. Mais c'est étrange parce que même là, le revenu universel, j'en suis sûr que tu es pour. Et genre, tu veux le dénoncer sur la forme parce que c'est Choix, Batali qui en parle et d'autres encore, mais tu es pour. Et Alixator, c'est pareil. Vous êtes en fin de compte des pièces dans cet engrenage, dans cette destruction de la société. Et vous pensez être révolutionnaire, vous, patriote, résistant ou je ne sais quoi encore, les titres que vous voulez donner, pour certains même honorifiques. D'un côté, ils dénoncent les horreurs de la guerre, mais de l'autre, ils te disent qu'ils ont, à 17 ans ou 18 ans, été en Yougoslavie. Enfin, de qui se moque-t-on ? D'ailleurs, attends, c'est 44 ans en 2020, donc je crois que même il n'aurait même pas eu l'âge d'avoir fait la guerre en Yougoslavie. Vous voyez, il faudrait se repencher sur les périodes, je crois que c'était dans les années 90. Bosnie-Herzégovine. Faudrait voir. Il faudrait refaire le calcul pour ceux qui veulent se marier un peu sur tout ce qu'ils peuvent dire. Quand j'annonce des choses, je les prouve. Et vous le voyez, c'est efficace. Regardez la suite. Il arrive, pour parler la langue de Marx, que la machine devient l'arme la plus puissante du capitalisme dans sa lutte contre la classe ouvrière. C'est pas seulement un outil comme ça pour remplacer, c'est carrément, on nous dit, la machine devient l'arme la plus puissante du capitalisme dans sa lutte contre la classe ouvrière. Et vous prétendez être révolutionnaire sur les idées et libérer les humains. Enfin, déjà quand j'avais eu l'échange avec Loup Divergent sur ça, même si, comme je disais, on s'était perdu sur la forme plus que sur le fond, parce que moi je voulais dénoncer les manipulations, ce genre de choses, je ne suis pas de la police de la bien-pensance, de la morale. Je vous l'ai toujours dit, chacun doit penser comme il veut. Mais par contre, si tu te présentes en honnête personne, en quelqu'un d'intègre, rien à te reprocher, je suis désolé. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Et auquel cas, pour Loup Divergent, j'avais exposé tous ces mensonges sur sa fausse indépendance, sa sortie du système comme il l'annonçait, sa critique du capitalisme, mais pas trop, puisqu'il va dans les magasins et puisqu'il se fait entretenir, voyez, et puis il est content d'avoir de l'essence dans sa loulou mobile. Hein, alors qu'en fait, pour moi, il est comme Sammy et Scooby-Doo, quoi. Voyez, c'est des gens qui ont pris un petit van et qui veulent être aventuriers et parler avec des fantômes. Ils sont dans cette perdition-là. Et ils sont aussi en plus peureux, fragiles que Scooby-Doo et Sammy. Quand je dis il, je parle pas d'Alixator qui serait le chien et de, comment dirais-je, Loup Divergent ou inversement, oui. Non. Là, je parle bien de Loup Divergent avec son animal. Des peureux. Et dans cet échange, parce que des fois je me perds un petit peu dans le à la dominem, on en arrivait au point où je lui dis, attends, tu peux pas être contre le capitalisme, en faire la promotion. Et là, il est venu à développer, non mais toi tu n'as jamais travaillé autant que moi, moi toute ton existence je l'ai travaillé. Bon, c'était assez compliqué, à moins qu'il soit mis très jeune, mais il semblait que ça faisait des années déjà qu'il ne faisait pas grand chose. D'accord ? Et dedans,
Je lui dis pareil, quand tu avais ton entreprise de flocage, tu étais bien content d'avoir des clients, d'avoir le côté marchand, d'obtenir une machine d'ailleurs constituée par ceux que tu nommes esclaves. Et là, il en est venu à me dire non, mais tu sais, il y a certains métiers qui sont pénibles, il faut les abolir, les remplacer par la robotisation. Et donc j'avais essayé de lui dire qu'en fait, c'était mauvais tout ce qu'il proposait. Sans avoir lu Engels. C'est fort, j'en venais au même constat. Sans avoir à cette époque encore lu la 4e révolution industrielle. J'avais, il me semble, feuilleté 2-3 idées de choix, mais je ne l'avais pas lu dans l'intégralité. Et j'avais déjà été dans le bon, dans le vrai. Donc c'est pareil, quand vous voyez Maximus, le Renaissant, qui veut dénoncer cette secte kabbaliste, ce côté des, comment dirais-je encore, des ingérences politiques, de l'économie, vous voyez, qui est dans un mauvais état, et qui s'associe avec du loup divergent, par exemple, alors qu'en fait, ils font que promotionner ce que Attali, Schwab et d'autres rêvent, ce que même Macron voudrait mettre en place. Tout ubériser, privatiser, robotiser, automatiser. Et ils se répètent comme ça, comme s'ils étaient intelligents. Et lisez, je vous l'ai dit en plus. La plupart des critiques que j'ai effectuées, c'était pour leur dire « mettez-vous dans le vrai ». Je ne suis pas celui qui détient la vérité absolue comme on veut le laisser entendre. J'émets une analyse. Et de ce que je dis, et plus je vais lire, mieux je me rends compte que ça se recoupe avec des gens qui sont encore bien plus intelligents que moi, qui ont une meilleure plume. J'ai l'humilité, moi, de reconnaître mon niveau. Mais je vois que en tout cas dans mes analyses, et dans ce que je recoupe par les livres et ce que je vous propose, je ne me contredis pas. Et la durée fait qu'aujourd'hui, vous pouvez reprendre des échanges d'il y avait 5 ans ou 7 ans. J'étais déjà à peu près sur cette ligne-là. La machine devient l'arme la plus puissante du capitalisme dans sa lutte contre la classe ouvrière, que le moyen de travail arrache à l'ouvrier ses moyens d'existence, que le propre produit de l'ouvrier devient l'instrument de son asservissement. Il arrive que, je cite, « L'économie des frais de production se caractérise par la dilapidation la plus effrénée de la force de travail et la lésinerie la plus éhontée sur les conditions de son perfectionnement. Que la machine, ce plus puissant moyen d'abréger le travail, devient le plus sûr moyen de transformer la vie entière du travailleur et de sa famille en temps de travail disponible pour la mise en valeur du capital. Il arrive que le surtravail des uns engendre le chômage des autres et que la grande industrie qui parcourt le globe en quête de nouveaux consommateurs accule chez elle donc les masses un minimum de famine et détruit de ses propres mains son marché intérieur. » Parce que j'étais en train de cogiter sur certains qui travaillent plus que d'autres. Je pense à mon cousin, qui est routier, où il fait des 60 heures, 65 heures semaine. Derrière, il va faire des bonnes payes. Mais selon le modèle de ceux qui critiquent le capitalisme, il devrait avoir la même répartition de richesse que ces grands travailleurs. Et il y a un problème, et je le reconnais, dans la possibilité de certains de ne rien faire, et des autres de trop faire. C'est-à-dire qu'ils veulent accumuler un capital pour, obtenir une meilleure voiture, faire 1 ou 2 voyages dans l'année. C'est un problème. Je pense qu'il devrait y avoir une limite, un nombre d'heures en tout cas qu'on viendrait à limiter. Comme ça, tout le monde sera en fait en activité dans la société. Il y aurait plus de temps pour s'occuper de sa famille, éviter de faire garder les mômes en crèche. Vous voyez, au lieu d'être sur une base, par exemple, de 35-40 heures, peut-être partir sur une base de 25-30 heures. Ce qui permettrait aux pères comme à la mère d'être avec leurs enfants, d'éviter de les faire garder, de créer en fait une autre économie. Et ça, on en reparlera plus tard. Donc on était sur le machinisme. Hop, que je remette ça là-dedans. Et on va arriver... Donc on reviendra après sur ce livre, d'ailleurs, il faut que je le garde ici. À l'enracinement de Simone Weil. Donc je suis à peu près à la page 160, enfin à peu près. Et je ne l'ai pas fini. Il fait, je crois qu'il fait 330 pages à peu près, un peu plus. Dedans, ce que j'ai vu, c'est la page 89. Premièrement, pour qu'on soit tous d'accord sur un point, elle nous inscrit
les choses ont pu parfois se passer un peu mieux. Mais globalement, c'est bien là le principe de la vulgarisation telle qu'on la comprend à notre époque. Le mot est aussi affreux que la chose. Quand on aura quelque chose d'à peu près satisfaisant à désigner, il faudra trouver un autre mot. Certes, la vérité est une, mais l'erreur est multiple. Et dans toute culture, sauf le cas de perfection, qui pour l'homme n'est qu'un cas limite, il y a mélange de vérité et d'erreur. Si notre culture était proche de la perfection, elle serait située au-dessus des classes sociales. Mais comme elle est médiocre, elle est, dans une large mesure, une culture d'intellectuels bourgeois, et plus particulièrement, depuis quelque temps, une culture d'intellectuels fonctionnaires. Si l'on voulait pousser l'analyse dans ce sens, on trouverait qu'il y a dans certaines idées de Marx beaucoup plus de vérité qu'il n'apparaît d'abord. Mais ce ne sont pas les marxistes qui feront jamais une telle analyse. Car il leur faudrait d'abord se regarder dans un miroir. Et c'est là une opération trop pénible, pour laquelle les vertus spécifiquement chrétiennes fournissent seules un courage suffisant. De se regarder soi dans la glace, d'observer également ses idées propagées, ce que l'on renvoie. Ce que l'on a pu faire comme erreur, puisque nous sommes tous humains, tous pécheurs, et j'en ai des multiples échecs derrière moi, des choses que je peux regretter aussi, des invectives, voire des comportements différents. Oui, mais l'objectif c'est ça, c'est d'avancer et d'essayer de tendre vers ce qui est unique, la vérité. Pas d'être universel dans une seule pensée, vous voyez, une seule approche de la vie. Non, on peut être multiple, mais n'oublions pas que plus on veut se démultiplier, voyez, se subdiviser, l'erreur a sa proportionnalité qui augmente et devient multiple, comme les ténèbres. C'est à peu près ça ce qu'a renvoie Simone Weil. Et maintenant que nous sommes d'accord sur ce constat, on va revenir un peu avant et on va aller à la page 47, puisque on observe les intérêts donc, qui diffèrent des ouvriers et des patrons. Au reste, tous les groupements d'idées seraient autorisés à agir comme bon leur semblerait, à condition de ne pas violer la loi et de ne pas contraindre leurs membres par aucune discipline. Quant aux groupements d'intérêts, leur surveillance devrait impliquer d'abord une distinction. C'est que le mot « intérêt » exprime quelquefois le besoin et quelquefois toute autre chose. S'il s'agit d'un ouvrier pauvre, l'intérêt, cela veut dire la nourriture, le logement, le chauffage. Pour un patron, cela veut dire toute autre chose. Quand le mot est pris au premier sens, l'action des pouvoirs publics devrait consister principalement à stimuler, soutenir, protéger la défense des intérêts. Au cas contraire, l'activité des groupements d'intérêts doit être continuellement contrôlée, limitée, et toutes les fois qu'il y a lieu, réprimée par les pouvoirs publics. Il va de soi que les limites les plus étroites et les châtiments les plus douloureux conviennent à celles qui par nature sont les plus puissantes. Ce qu'on a appelé la liberté d'association a été en fait jusqu'ici la liberté des associations. Or, les associations n'ont pas à être libres. Elles sont des instruments, elles doivent être asservies. La liberté ne convient qu'à l'être humain. Quant à la liberté de penser, on dit vrai dans une large mesure quand on dit que sans elle, il n'y a pas de pensée. Mais il est plus vrai encore de dire que quand la pensée n'existe pas, elle n'est pas non plus libre. Et on pourrait continuer comme ça la lecture, mais ce passage devait imager la différence entre les intérêts des prolétaires et des patrons, du patronat. Pour certains, même au bas niveau de l'échelle, dans une, certaine servitude, ils voudraient justement que ce soit seuls les riches qui gouvernent, une petite caste, qui prendrait les bonnes décisions quand la masse, pour la plupart du temps, ne voit pas le besoin de l'autre. Elle se fiche du commun. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est son ego, c'est le moi, le je. Est-ce que dans cet état-là, l'être s'exprime, ou il est dans le non-être? Est-ce qu'en s'individualisant, je suis dans justement la capacité d'être moi-même? Quand on a vu, et je rappellerai, j'ai l'autre livre, mais on ne va pas le lire maintenant, de Charles Darwin, l'expression des émotions, des sentiments chez les humains et les animaux, il y a une part d'héritage, il y a une part, on va dire, de reproduction. Tout à l'heure, j'essaie de vous le mettre dès le début du direct. Vous savez,
le côté où quand on est trop petit, on est encore fragile et on ne peut pas se débrouiller tout seul. On est dépendant des autres. Puis on va apprendre le langage et les comportements, on va faire de l'imitation. Et il en est de même pour ça. D'accord ? C'est-à-dire comprendre que pour être soi, on dépend des autres. Et qu'il y a un bien commun à chercher sans tomber dans le planisme, on va en reparler après, où tout doit être orchestré pour un but universel. Non. Mais on doit quand même voir les besoins des uns et des autres. Et comprendre la complémentarité, c'est important. Page 78, alors juste, je vous fais passer de la compréhension de la vérité après l'expression d'être moi et des différents intérêts entre l'ouvrier et le patron. Mais regardez la suite, là où j'en viens. C'est page 78. Mais cette faible marque d'attention est la seule. Non seulement on ne pense pas au bien-être moral des ouvriers, ce qui exigerait un trop grand nombre d'efforts d'imagination, mais on ne pense même pas à ne pas meurtrir leur chair. Autrement, on aurait peut-être trouvé autre chose pour les mines que cet affreux marteau-piqueur à air comprimé qui agite des secousses ininterrompues pendant 8 heures, l'homme qui est accroché. On ne pense pas non plus à sa demande si la nouvelle machine, en augmentant l'immobilisation du capital et la rigidité de la production, ne va pas aggraver le danger général de chômage. À quoi sert-il aux ouvriers d'obtenir, à force de lutte, une augmentation des salaires et un adoucissement de la discipline si, pendant ce temps, les ingénieurs de quelques bureaux d'études inventent, sans aucune mauvaise intention, des machines qui épuisent leur corps et leur âme ou aggravent les difficultés économiques. À quoi leur servirait la nationalisation partielle ou totale de l'économie si l'esprit de ces bureaux d'études n'a pas changé? Et jusqu'ici, autant qu'on le sache, il n'a pas changé là où il y a eu nationalisation. Même la propagande soviétique n'a jamais prétendu que la Russie ait trouvé un type radicalement nouveau de machine, digne d'être employé par un prolétariat dictateur. Pourtant, s'il y a une certitude qui apparaisse avec une force irrésistible dans les études de Marx, c'est qu'un changement dans les rapports des classes doit demeurer une pure illusion s'il n'est pas accompagné d'une transformation de la technique, transformation cristallisée dans des machines nouvelles. Du point de vue ouvrier, une machine a besoin de posséder 3 qualités. D'abord, elle doit pouvoir être maniée sans épuiser ni les muscles, ni les nerfs, ni aucun organe, et aussi sans couper ou déchirer la chair, sinon d'une manière très exceptionnelle. En second lieu, relativement au danger général de chômage, l'appareil de production dans son ensemble doit être aussi souple que possible pour pouvoir suivre les variations de la demande. Par suite, une même machine doit être à usage multiple, très varié si possible, et même dans une certaine mesure indéterminé. C'est aussi une nécessité militaire, pour la plus grande aisance du passage de l'état de paix à l'état de guerre. Enfin, c'est un facteur favorable pour la joie au travail, car on ne peut ainsi éviter cette monotonie si redoutée des ouvriers pour l'ennui et le dégoût qu'elle engendre. En troisième lieu, elle doit normalement correspondre à un travail de professionnel qualifié. C'est là aussi une nécessité militaire, et de plus, c'est indispensable à la dignité, au bien-être moral des ouvriers. Une classe ouvrière formée presque entièrement de bons professionnels n'est pas un prolétariat. Elle se contredit en partie dans la condition ouvrière, puisque là-dedans, elle appelle vraiment à robotiser, automatiser tout ce qui est possible. Pour s'en donner l'exemple, c'est à la page 86 de cet ouvrage. Hop. Le remède n'est pas difficile à trouver, du moins dans une période normale où le métal ne manque pas. Toutes les fois qu'une fabrication exige la répétition d'une combinaison d'un petit nombre de mouvements simples, ces mouvements peuvent être accomplis par une machine automatique, et cela sans aucune exception. On emploie de préférence un homme parce que l'homme est une machine qui obéit à la voix et qu'il suffit à un homme de recevoir un ordre pour substituer à un moment telle combinaison de mouvements à telle autre. Pour substituer en un moment telle combinaison de mouvements à telle autre. Mais il existe des machines automatiques à usage multiple qu'on peut également faire passer d'une fabrication à une autre en remplaçant une came par une autre. Cette espèce de machine est encore récente et peu développée. Nul ne peut prévoir jusqu'à quel point on pourra la développer si l'on s'en donne les moyens. Donc elle veut des machines aux tâches multiples,
où l'agent qui est positionné dessus ne fait pas une répétition de mouvement et au contraire peut passer d'une combinaison à une autre. Mais en fait, il viendra s'enlacer tout autant. Imaginons même que la machine ait 3 qualités de métier et que ce soit un même ouvrier qui soit dessus, sur donc 3 mouvements différents. À un moment ou à un autre, il sera acclimaté, la monotonie s'installera et il en sera de même que comme s'il était dans une seule tâche. Donc je ne comprends pas ce raisonnement de Simone Weil, surtout que pour moi, elle s'est contredite dans l'enracinement en me disant qu'après, si on développe ces machines-là, derrière, il y a besoin de moins d'êtres humains, ça crée plus de chômage et ça met de nouveau la pression sur ceux qui sont employés à ne pas se voir relégués au chômage. Et donc pour ça, je pense qu'on a fait à peu près le tour, même si j'ai d'autres références à vous citer. On a fait page 86, donc on va aller dans ce livre dont je vous ai fait la lecture intégrale et qui est disponible, je crois, sur Odyssée, page 15. Parce que eux, ils ont une vision différente de la libération de l'homme. En effet, l'avenir ne dépend pas de l'intelligence, mais bien de la sagesse de l'humanité. L'ère industrielle a transformé les hommes en machines, alors qu'à l'avenir, les machines ressembleront davantage à des machines et que les gens ressembleront davantage à des personnes. Les machines ne peuvent pas remplacer les hommes, mais peuvent devenir leurs partenaires. En effet, les technologies n'ont pas pour but d'accroître le chômage, mais de permettre aux travailleurs d'accomplir des tâches plus gratifiantes. Aujourd'hui, l'humanité entre dans l'ère numérique. Aujourd'hui, l'humanité n'est encore qu'au balbutiement de l'ère numérique. Tout comme personne ne pouvait imaginer le voyage sur la Lune avant l'ère du pétrole, personne aujourd'hui n'est en mesure d'imaginer ce qui sera réalisable à l'avenir tant que nous ne maîtrisons pas les données numériques. Cependant, ce qui distingue l'être humain des machines, c'est bien sa curiosité, notamment en ce qui concerne son avenir, mais aussi son courage sans faille. Par conséquent, en ouvrant ce livre, nous ouvrons également une page de l'avenir de l'humanité. Après, il y a plein d'autres développements, mais que je ne souhaite pas lier à cette vidéo. Donc on pourra revenir sur ça. Je veux vous parler de Luc Julia. Alors attendez, hop là, de celui-ci, page 128. Hop. Dedans, il y avait la notion de passer les barrières cognitives. On se rappelle, pour tout ce qui est de la téléphonie, du côté d'entrer les technologies dans le corps humain et de cette ambition de transhumanisme, de nous transformer. Mais sujet, en fait, c'est la continuité de l'ultime transgression, qui est une autre émission, et dont je terminerai par les livres de Jean-Pierre Dickès sur la façon de refaçonner l'homme et de le sortir de l'état naturel. Voire même, comme on le voit, pour ceux qui deviennent feignants du travail, qui ne veulent plus faire des activités où il faut qui nécessitent immédiatement de l'action, comment je pourrais dire encore, de l'épuisement d'énergie. À la fin, ils en seront même feignants de penser. Penser nécessite l'effort d'ailleurs de se mettre en contradiction avec l'autre. C'est déjà trop compliqué pour certains qui sont communautarisés. Et après, réfléchir deviendra un fardeau parce que il faudra s'atteler à la lecture ou encore à l'écoute des autres. Mais comme ils sont dans cet ego de leur assertion, de leur détention de la vérité, à ce moment-là, comme le niveau scolaire PISA, ou comme la tour de Pise, c'était bancal, là, allez, c'est bon, c'est le moment de bascule. 128. L'intelligence artificielle n'existe pas. Selon Luc Julia, qui avait développé The Assistant et travaillé sur ce qui deviendra Siri par la suite. L'automatisation. Dans les usines, les années 1960 ont été marquées par l'automatisation de la production industrielle grâce au progrès de l'électronique et de l'informatique. Malgré quelques tentatives décrites dès le 1er siècle de notre ère par le mathématicien grec Héron d'Alexandrie dans son traité des pneumatiques, les premiers robots industriels datent du XVIIIe siècle. Tout a commencé dans la région de Lyon, réputée pour son industrie séculaire de la soie. En 1725, Basile Bouchon invente un métier à tisser semi-automatique, utilisant un ruban perforé
pour le programmer afin d'assister les ouvriers dans la tâche répétitive du tissage. 3 années plus tard, son assistant Jean-Baptiste Falcon perfectionne cette invention en introduisant des cartes perforées en carton au lieu de papier, reliées entre elles et formant une chaîne sans fin. Ce sont ces mêmes cartes dont s'est inspiré IBM en 1944 pour communiquer ses instructions à l'Harvard Mark I, considéré comme l'un des premiers ordinateurs modernes. On rappelle, ce que ne fait pas Luc Julia, qu'IBM International Business Machine est antérieurement Oleris et Deomag et que les cartes perforées ont servi à comment dirais-je, afficher les juifs, les résistants, mais également à entretenir derrière toute la logistique du rationnement, de la disponibilité des ressources pour voir comment mieux mener la guerre, donc obtenir de la stratégie. Ça, faut le rappeler. Et j'ai un livre sur ça, IBM et l'Holocauste, dont je vous ai déjà parlé, et qui est de, je crois que c'est Edwin Black ou quelque chose comme ça, je me souviens plus de son nom de famille, et dès les premières pages, c'est frappant. Comme il explique, et je crois même que c'est dans ce livre-là qu'on voit le lien après avec, alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises, ça sera à vérifier, mais avec René Carmy, il me semble, pour ce qui deviendra le numéro de sécurité sociale, qui en fait apparaît à partir de cette idée-là, du fichage avec les cartes perforées de Deomag Oleris. Et après, on verra même Watson, je crois que c'est James Watson qui sera à la tête donc d'IBM, qui sera reçu par les nazis. Et à nouveau, on comprendra ces correspondances entre les Américains, la Grande-Bretagne et les nazis. Et en fait, qui ramènent tous à ces élites supérieures du socialisme. Dans les mêmes périodes, hein. Tout ce qui relève de l'eugénique que j'ai déjà décrit, mais voilà. L'homme moderne, lui, ne peut pas se questionner sur ça. Il veut seulement être à la fois dans une ère de progrès, être un peu réactionnaire, mais jamais à refaire l'histoire, à la comprendre dans ses filières, voyez-vous. Comme je vous l'avais inscrit, hein, la machinerie, révolutionnée par les machines à tisser, depuis la France, depuis Lyon, et ce qui n'est pas précisé dans celui-là, mais un peu plus dans l'autre, c'est tout de même qu'on est redevable parce que c'était permis par les esclaves dans les champs de coton. Et on est dans la recherche-action, vous voyez, la recherche-action, si vous préférez. Le tâtonnement. De sa machine à tisser, son élève, en tout cas un des apprentis, si on peut le voir comme ça, assistant plus précisément, Jean-Baptiste Falcon perfectionne l'invention. Et de ces cartes perforées IBM, donc Oloris Deomag, de là le premier ordinateur, et tout ce qui est après du code binaire et de ce qui va s'en suivre, de la révolution des technologies, de l'informatique, en fait d'éthique même, qui n'a plus d'éthique, si je fais un jeu de mots, donc des technologies de la communication et de l'information, technologie de l'information et de la communication, plutôt TIC, qui n'a plus d'éthique, de morale, puisqu'elle est capable de tout soutenir, y compris la répression, la censure, voire même le génocide. Est-ce que j'avais sélectionné d'autres choses pour Luc Julia ? Non, ça sera tout, par rapport en tout cas à ce que je veux exprimer aujourd'hui. Roboteria. Je ne l'ai pas fini, je dois être rendu... Alors attendez, je vais vous dire ça. Page 95, vous voyez, je sais, j'entame des livres et puis je les recoupe avec d'autres. Luc Julia, je l'ai fini. Lui, je l'ai terminé aussi. Et lui, par contre, non. On va aller à la page 23, puis 65. Donc c'est lui, dedans, qui revient et qui nous dit robot, du tchèque robota, travail forcé. Il explique donc le mot robotaria, le néologisme que ça représente. Et après, il y a bien d'autres choses. La naissance d'Internet, les 3V, alors je ne sais plus exactement ce que c'était, que j'avais noté comme tel, mais Amazon, le robot dans les entrepôts, l'automatisation, les statistiques, là on va se pencher dessus. Le côté de la fausse libération, qui ramène à nouveau encore en fait à ces conceptions d'au nom de la liberté. Tu ne peux pas t'opposer à leur propagande. Touch of Freedom, je le rappelle, ces femmes qui fument cette liberté, ces cigarettes, tu ne peux pas leur dire que ça pollue leur corps, parce que ça leur a été présenté comme étant un droit nouvellement acquis. Donc si tu viens à leur dire que c'est mauvais, tu t'attaques à leurs droits. La libération sexuelle, des mœurs où il n'y a plus de mariage, où ça fornique, tu ne peux pas non plus t'attaquer à leurs droits. Parce que ça voudrait dire que tu entraves leur liberté. Alors tu dois les laisser plutôt se polluer dans la fornication, se dévaluer, se souiller. Et on peut continuer comme ça. Le fait d'aller travailler,
Quand les femmes étaient en réalité dans une des meilleures conditions que de pouvoir être au foyer, l'entretenir, faire leurs petites sorties, s'occuper de la nourriture, du linge. Et à une époque où quand même ça nécessitait toute la journée d'aller faire ses tâches ménagères. Mais derrière, c'était non pas pour un patron, c'était pour voyez, faire du bien à sa petite famille. Donc c'était valorisant et ça permettait que le mari, lui, aille par exemple travailler et ramène ce qu'il faut à manger. En fait, il ne pouvait pas le faire si madame ne pouvait pas faire ça, voyez-vous. Et je pense que la tâche de nettoyer son domicile, d'entretenir le linge, de faire de la cuisine, c'est moins épuisant que de se retrouver à servir une machine toute la journée. C'est même plus enrichissant. Et on en arrivait où, par le confort de l'électroménager, de tout ce qu'il en est aujourd'hui, des femmes devraient plutôt réclamer de pouvoir être au domicile. Parce que toutes ces tâches se font assez rapidement, et après ça leur laisse de la liberté, justement, la vraie liberté, de pouvoir lire, sortir, profiter voyez-vous, de paysages, d'aller se promener en forêt, de s'entretenir physiquement, ou ce genre de choses. Enfin, tout dépend des besoins des uns et des autres. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Mais elles ont préféré, au nom de la liberté, te dire qu'elles voulaient des carrières professionnelles. Et donc se retrouver à faire des 40 heures ou plus, prises dans les bouchons, dans les embouteillages, arrivant épuisées, faisant garder les gamins parce qu'elles ne peuvent pas s'en occuper. Le matin, elles déposent le gamin à la garderie, s'ensuit après le moment où il est à l'école. Le gamin, le soir, elle ne peut pas le récupérer parce qu'elle finit à une certaine heure. Il y a les bouchons, il y a ce genre de choses. Donc, il doit prendre les transports en commun. Il se retrouve le soir. Elle ne veut même plus faire à manger parce que c'est la nouvelle génération. Elle rentre, il est 18h. Il faut se divertir un peu, elle est fatiguée. Donc, le môme, on va l'aider un peu pour ses devoirs rapidement. Mais par contre, la bouffe, on n'a pas le temps. Donc, du surgelé, des choses déjà prêtes. De l'ultra transformé. Tout ça au nom de la liberté encore. Et si tu leur dénonces ce modèle, tu sais comment vont réagir ces femmes. Mon corps, mon choix. Ma liberté, t'en fais quoi? Et on peut continuer comme ça. Au nom de la vie, entre guillemets, c'est-à-dire où chacun peut faire ce qu'il veut, on autorise l'IVG, la mort. Et puis l'IMG. Oui, parce que dans cette condition sociale, il suffit que tu aies un moment un peu de déprime ou que tu restes bloqué dans une mauvaise passe. Et tu te dis, là, je suis pauvre, jamais je m'en sortirai, je ne trouverai pas de métier. Vous voyez, on a tous des fois des idées, on va dire, un peu noires. Tout dépend soit c'est des dettes, soit c'est une condition sociale, soit encore c'est une condition, on va dire, professionnelle, qui relève de la condition sociale aussi, je vous l'accorde. Qui entraîne certains comportements, des réactions des fois disproportionnées. Et là, on autorise des femmes faire l'IMG, donc jusqu'à 9 mois, de dire non, je suis dans une condition trop précaire, je m'en sortirai pas, je suis pas bien mentalement, je pourrais pas l'éduquer ce gamin. Allez-y, passe à l'opération. J'exagère un peu parce que derrière, ça marque le cœur, ça doit marquer certainement l'esprit, mais c'est de dire la perversité de notre société où derrière, en plus, on a des professionnels qui, eux, sont de haut rang pour certains, si je puis dire, parce que avant d'arriver à être chirurgien ou encore médecin et de d'autres branches, ils ont eu des études. Ils sont passés par les universités, ils en ont lu des livres, ils en ont fait des thèses. Ils comprennent un peu la société. Mais ils voient leur bien personnel, ils encaissent. Voire, ça rejoint leur idéologie de transformer la société. Parce qu'ils épousent peut-être un malthusianisme. Rappelons que pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont en priorité adhéré au nazisme étaient les médecins dans la SS. Rappelons-le ça. Parce qu'ils ont regardé les gens autour d'eux et ils se sont jugés étant supérieurs et les autres inférieurs. Et ils en sont venus, comme Lippmann et d'autres, Bernays et compagnie, à dire que seule une élite doit décider pour la masse. Parce que les gens sont crétins, ne savent pas ce qui est leur bien, parce qu'ils ne sont pas assez éduqués. Et on va dire ce qu'une partie de la population, malheureusement, vient à confirmer par des mauvais comportements. Quand tu les vois dans les quartiers, ils font ouh, ils se prennent pour vraiment, ils te disent ici c'est le zoo. Comment ça c'est le zoo ici? T'en es venu à te dégrader, à t'animaliser. L'autre qui se prend pour un loup sur internet. Chacun est responsable à nouveau. On en revient à ce que je disais dans la première émission. Le libre choix. Soit te laisser tirer vers le bas, soit t'augmenter vers le haut, mais de faire preuve d'intelligence.
de ne pas te laisser emporter dans des mouvements qui voudraient que tu méprises l'autre. C'est ce que j'appelle le fait de s'élever. S'élever pour mieux s'abaisser. C'est comme ça. Et ça nous ramène à la notion du Christ en soi, qui est élevé par l'Esprit, par l'accès au Père, mais qui vient s'abaisser pour l'humanité, qui montre le chemin à suivre. Et nous, comme nous sommes pécheurs, contrairement au Christ, on viendra échouer. On aura des obstacles, on viendra à se confronter, on viendra même à faire des bagarres ou ce genre de choses, ou vous voyez, être dans la diatribe. Mais on saura se ressaisir à bon moment. Il y a des périodes où elles seront propices à l'intelligence. C'est ce que j'essaie en tout cas de faire actuellement, voyez-vous. Donc revenons à ça. Robotaria. Page 23. Donc la socialisation des inventions est au cœur de la pensée de Weiner. Il incombe aux scientifiques et aux ingénieurs d'ouvrir ce processus au public, d'en empêcher la monopolisation par les entrepreneurs et le marché, afin de briser la dépendance de nos sociétés envers les sciences et les techniques. En effet, en étant aux sources mêmes de l'innovation, le scientifique et l'ingénieur occupent une position clé. Weiner pense qu'ils sont responsables des innovations dont ils sont à l'origine, mais aussi de leur socialisation. Les nouvelles machines introduisent des changements sociaux radicaux, affirme Weiner, convaincu que de nouvelles formes de régulation sociale doivent être mises en place pour accueillir ces changements de manière harmonieuse. L'auteur s'intéresse particulièrement à l'impact de l'automatisation qu'il assimile à l'esclavage. L'automatisation à l'esclavage. Mais des loups divergents vont nous dire, eux, par contre, que c'est la libération. L'automatisation provoquera, selon Weiner, la suppression des emplois peu qualifiés, en remplaçant l'homme partout où son cerveau est réduit à un acte réflexe. L'automatisation s'attaque aussi au processus de décision. Elle pourrait libérer l'humanité des tâches les plus pénibles et réduire grandement le temps de travail. Mais si la société ne met pas en œuvre un certain nombre de réformes, elle ne peut être porteuse que de chômage et de troubles sociaux. Ce qu'ils entendent par réforme, c'est un salaire universel. C'est occuper les gens. Parce que je vous l'imaginais l'autre jour avec ceux qui sont RSA et qui se lèvent à pas d'heure et viennent à se coucher après, pareil, à faire du bruit, à déranger les voisins, à ne plus considérer l'autre parce qu'ils sont dans leur propre jouissance. D'ailleurs, ils n'ont plus d'objectif de vie. Ils se réveillent, c'est juste pour aller se droguer ou pour vaquer à des occupations qui ne les amèneront nulle part. Comme enchaîner les lives TikTok. En devenir toc-toc. À refaire des danses, à refaire du playback. Et ça se pense être dans la création, alors que c'est seulement dans l'aliénation, dans le mouvement de suivisme. Je vous pose la question. Parce que je sais que vous passerez par là. Maximus, Loup Divergent, Alixator. Et d'autres encore. C'est quoi vos solutions ? Peut-être vous joindre à Monsieur K et former une communauté où tout le monde dépense, mais ça vous appartient. À nouveau, encore l'exploitation, mais ça dénonce l'esclavagisme. Sauf que le plus grand des dangers de l'automatisation, affirme Weiner, vient de l'homme. Aveuglé par l'efficacité de la machine, celui-ci pourrait lui déléguer plus précisément, un pouvoir de décision. La machine n'est malheureusement conçue que pour exécuter à la lettre une série de commandes, et non pour jauger des conséquences humaines ou naturelles de ses décisions. Sauf si on rentre après dans la 4e révolution de Schwab. On va le voir. J'avais mis page 65. Si ça vous intéresse, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a plusieurs graphiques. Page 65. Des grands noms de l'informatique en sont responsables. C'est par exemple Oracle, qui va éliminer le plus grand nombre de postes, 441. NetApp en supprime également 160. Même Google va se séparer de 94 employés. Comme l'explique un analyste local, je le cite, « Certaines entreprises du secteur embauchent et licencient à la fois. Elles veulent parfois faire évoluer les compétences dont elles disposent en interne.
Cette tendance semblerait se confirmer sur l'ensemble des pays de l'OCDE, et notamment si l'on se réfère aux nombreuses études prospectives depuis 2013 qui se fixent pour objectif de définir les impacts sur le marché du travail des effets conjugués du tsunami numérique, big data, intelligence artificielle, robotique. Toutes ces études attestent d'un très fort degré d'automatisation des emplois à l'horizon 2025, à commencer par les travaux précurseurs de 2 chercheurs d'Oxford University, Frey et Osborne en 2013. Les études qui suivent, toutes inspirées de leur méthodologie, établissent une moyenne des risques d'automatisation des emplois en Europe autour de 40%. 40% des emplois sont menacés par l'automatisation et la robotisation. On va faire quoi ? C'est-à-dire que là, on ne sera plus dans la liberté économique dont on va reparler après avec Hayek. Parce que l'argent a son utilité quand même. Rendez à César ce qui appartient à César, mais ce qui était fait à son effigie. Maintenant, si vous avez la possibilité d'avoir des valeurs fiduciaires qui vous permettent, on va dire, de faire des échanges sur un marché commun pour éviter les intermédiaires qui s'en mettent plein les fouilles, faites-le. C'est votre liberté d'ailleurs. Mais si vous n'avez plus de revenus, que vous êtes dépendant de quelque chose d'universel décidé par l'État, qui au passage vous imposera un quota carbone, à ce moment-là, vous êtes vraiment dépendant d'un plan orchestré et qui vous dicte, à gauche, à droite, stop, assis. Vous devenez servile. Et là, on le voit. 40% des emplois menacés dans Robotariat. Même si c'est moins. Dans le secteur de la banque, déjà, il y a certaines choses qui vont disparaître au niveau des centres d'octroi. Ils vérifiaient les pièces. Ils comparaient, en fait. Ils regardaient si ce qui était déclaré en revenu correspondait bien, comment dirais-je, à ce qui est sur l'avis d'impôt. Est-ce qu'il est vrai ? Vous voyez, il y a des authentifications de documents. Aujourd'hui, ça passe à la moulinette. Les intelligences artificielles, elles sont capables de recouper avec les QR codes, de refaire des liens d'établissement, comment dirais-je, avec, on va dire, les services numériques. Tous s'universalisent de cette sorte et se numérisent. Allons maintenant dans ceci. Alors, c'est pas le meilleur des livres de Schwab, hein. Covid-19, la grande réinitialisation, mais je vous le prends parce qu'en fait, à la page 171, il parle justement de la 4e révolution industrielle. Je vous ai déjà lu cet ouvrage, je vous ai même ajouté des prospections dedans, et à nouveau, j'en viens à confronter Louis Divergent avec sa position favorisant l'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation. Donc page 171. Dedans, pareil, hein, il parle aussi de la montre connectée. Fut une époque, moi je voyais plutôt le very chip, l'implant, le côté de cette puce RFID. Et plus j'avance, mieux je comprends ce qui se déroule. C'est la montre connectée qui sera imposée, qui est capable, après Big Brother qui a ses caméras partout, il y a le moindre œil sur toi, voilà Big Mother. Tu vois, là tu es dans l'état de la mère qui est capable de voir tes sentiments. Et c'est exactement ça. Cette montre connectée sera munie de capteurs, elle l'est déjà. Mais qu'est-ce qui différencie, comme je le mettrais dans un des freestyles, avec la personne en semi-liberté, le prisonnier en semi-liberté qui a un bracelet électronique à la cheville, quand toi tu es dans ton idée d'avoir une montre connectée au poignet, au-delà des pas mesurés. Celle qui est au poignet, elle est capable de mesurer ta chaleur corporelle, ton rythme cardiaque, et elle est même, pour les plus perfectionnés, munis de micros. Donc elle sait que tes interlocuteurs, comment tu es. On sait si ton rythme cardiaque augmente, chaleur corporelle, et d'autres encore éléments analysables par les capteurs, afin de voir si avec tes interlocuteurs, tu es dans le vrai ou le faux. Est-ce que tu joues un personnage, ou est-ce que les conversations dont vous venez à échanger sont vraies ? Certes, toi, tu ne disposes pas de l'application qui te permet de voir qu'ils analysent en temps, en heure tes comportements, les sujets qui peuvent t'animer ou te rébuter, te plaire ou au contraire t'éloigner. Vous rentrez dans cette société, mais les 2 pieds dedans, c'est même pas vous mettez un petit orteil pour voir si l'eau elle est froide ou elle est chaude, vous avez plongé. Et vous allez finir dans un état d'électrocution.
Je sais plus comment on appelle ça, vous voyez, pour les gens qui ils viennent à peine de manger, ils se mettent à la mer et hop, ils font une réaction et c'est le côté électrique et ils en crèvent. Et vous, c'est pareil, vous ne souhaitez pas vous mouiller la nuque. Et directement, coup du lapin, la violence, le côté brutal. Entrer dans la technologie coûte que coûte. La promotionner parce qu'elle libère. Ah bon? Elle libère quoi? Regardez ça. Klaus Schwab. Forum économique mondial. Tout le monde est au courant, regardez ça. Réinitialisation technologique. Lors de sa publication en 2016, la 4e révolution industrielle avançait. Je cite. La technologie et la numérisation vont tout révolutionner. Ce qui rendra pertinent l'adage utilisé à outrance et souvent à tort. Cette fois-ci, c'est différent. Pour dire les choses simplement, les grandes innovations technologiques sont sur le point d'alimenter un changement capital dans le monde entier. Au cours, donc fin de citation, et on continue à lire, au cours des 4 courtes années qui se sont écoulées depuis, donc là c'était en 2020, ça, le progrès technologique a évolué à une vitesse impressionnante. L'IA, intelligence artificielle, est maintenant partout autour de nous. Des drones, et de la reconnaissance vocale, aux assistants virtuels, aux logiciels de traduction. Nos appareils mobiles sont devenus une partie intégrante et permanente de notre vie personnelle et professionnelle, nous aidant sur de nombreux fronts différents, anticipant nos besoins, nous écoutant et nous localisant, même lorsque l'on n'en demande pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2010 par la 14, Snowden, il sort la bombe médiatique, expliquant qu'après le Patriot Act suite aux attentats de 2001, tout le monde est mis sous surveillance et même en dehors, la NSA surveille les conversations des Européens, pas seulement des Américains. Et là, donc c'était un scandale à l'époque. Le dire dans les années 2000, c'était être complotiste. Ils avaient peut-être un autre mot, je sais pas, dans la science-fiction, ce genre de choses. Puis est venue la révélation de Snowden. Ça a fait scandale, mais personne n'a délaissé l'outil du téléphone mobile. Hein. Au contraire, on est même passé au smartphone. Enfin, depuis 2007 déjà, vous me direz. Donc on s'est entré dans ces nouvelles technologies, capables de nous enregistrer à n'importe quel moment, de nous filmer à notre insu, soit par l'ordinateur, soit par le téléphone. Donc en fait, on n'a plus aucune conversation qui ait lieu en dehors de ce tissage. Et on dit la toile, l'Internet, www, World Wide Web. Qui est l'araignée? Quand on sait qu'avant c'était ARPANET, militaire. Et que derrière le Patriot Act, je vous avais déjà expliqué qu'il voulait ficher chaque citoyen dans cet homme moderne. On aura, toutes les informations, critères physiques, etc., les activités qu'il a menées, les entreprises qu'il a fait, son cercle social, qui le côtoie, ce qu'il peut échanger avec eux, les recherches qu'il fait sur Internet, est-il un dissident ou au contraire un adhérent à tel parti politique? Au niveau des idées religieuses, est-il extrême, tempéré ou carrément souple? Tout va s'établir en critères par un fichage international. Et c'est déjà le cas d'ailleurs. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y a une vidéo qui existe sur pareil sur Odyssée, excusez-moi, que vous retrouverez. Nos appareils mobiles, donc lui nous dit un Schwab, il reprend, mais comme si c'était normal, il n'y a pas de scandale. Il nous dit nos appareils mobiles sont devenus une partie intégrante et permanente de notre vie personnelle et professionnelle, nous aidant sur de nombreux fronts différents, anticipant nos besoins, nous écoutant et nous localisant, même lorsque l'on ne leur demande pas. 3 petits points. L'automatisation et les robots reconfigurent le fonctionnement des entreprises avec une rapidité stupéfiante et des rendements d'échelle inconcevables il y a seulement quelques années. L'innovation en génétique, avec la biologie synthétique qui se profile à l'horizon, est également passionnante, ouvrant la voie à des développements révolutionnaires dans le domaine des soins de santé. La biotechnologie n'est pas encore parvenue à stopper et encore moins à prévenir une épidémie, mais des innovations récentes ont permis une identification et un séquençage du génome du coronavirus beaucoup plus rapide que par le passé, ainsi que l'élaboration de diagnostics plus efficaces. Et je vous avais lu le livre
Je m'y perds dans tous ces personnages-là de Bill Gates. Comment prévoir ou prédire la prochaine pandémie, qui est disponible pareil sur Odyssée. Dedans, il nous parle de diagnostics qui seront faits à notre domicile. En fait, il rejoint Klaus Schwab quand il nous parle, dans son livre, donc celui-ci, de la télémédecine. Des gens qui voudront se contrôler en permanence et se conformer de facto à une sorte d'artefact, une sorte de prototype plus précisément qu'il aurait mis. Oui, un patron, il faut le respecter. C'est pas le patron le supérieur, quoi, on revient à la même idée. Et respecter les formes, les choses qui ont été déjà constituées. Et après, on peut continuer la lecture de celui-là, hein, parce qu'il nous parle de bien d'autres choses, du flicage, de la surveillance du capitalisme, donc de la télémédecine, de la montre connectée, de son côté révolutionnaire. Et je vous mène à ça, tout petit livre, Dédale et Icare, où l'on rentre dans l'artificialisation du monde, de nos relations. L'homme moderne est-il vraiment en progression ou au contraire en régression? Telle est la question. Et vous vous rappelez, donc on avait lu De la ville au technocosme, je vous avais mis quelques passages. Aujourd'hui, on va reprendre un peu cette notion-là, qu'on va recouper avec ça. Donc, et après j'irai manger. Commence à se faire l'heure. Est-ce que je vous prévois, parce qu'on a 1h40, si on va tout faire, je pense. On va voir. Si j'ai un petit creux, vraiment, je mettrai une pause et j'essaierai de reprendre. On fera une dernière émission qui clôturera le tout. L'alternance du jour et de la nuit est une entrave à la liberté de l'activité humaine, qui doit disparaître comme les autres entraves spatiales et temporelles. Je pense qu'à long terme, tout ce que la physique appliquée pourra faire pour nous sera d'abolir ces entraves. Elle nous permet de posséder plus, voyager plus et communiquer plus. Je ne tenterai pas de prédire en détail les futurs progrès des transports et des communications. Ils ne sont limités que par la vitesse de la lumière. Nous avançons vers une situation où deux personnes prises au hasard sur Terre pourront être pleinement présentes l'une à l'autre en moins d'un 24e de seconde. Nous n'atteindrons jamais cette limite, mais nous nous en rapprocherons indéfiniment. Les avancées dans cette direction tendent à unifier de plus en plus l'humanité, à rendre la vie de plus en plus complexe, artificielle et riche de possibilités, et à augmenter indéfiniment la capacité humaine à faire le bien et le mal. Mais il y a deux conditions préalables à tout progrès de ce type, des ressources continues d'énergie mécanique et d'énergie humaine. À mesure que les industries seront réalisées, et de plus en plus étroitement, de telle sorte qu'en enlever une en paralysera une douzaine d'autres, et nous nous en approchons rapidement, l'idéal des dirigeants industriels, indépendamment du système économique, sera de moins en moins axé sur l'augmentation indéfinie de la production entre chaque paralysie et de plus en plus sur une production stable et régulière, fût-ce au prix d'une réduction des profits et de la production en régime normal. Il est fort possible que le capitalisme lui-même exige que le contrôle de certaines industries clés soit complètement laissé aux ouvriers de ces industries, simplement pour limiter les grèves sporadiques. Et au fil du progrès industriel, un nombre toujours plus important, peut-être la majorité, des industries deviendront des industries clés. La solution pourrait être totalement différente. Nous pourrions bien assister à un retour du système féodal. Mais, selon toute probabilité, le problème sera résolu. Ce point de vue peut paraître optimiste, mais il est cependant plus probable que la thèse contraire, que l'on peut résumer ainsi, je cite, « Aucune société humaine ne parviendra jamais à produire une organisation stable où la majorité de la population ne travaillerait pas dans l'agriculture, l'élevage, la chasse ou la pêche. » Fin de citation. Il a fallu des milliers d'années pour établir la société agricole stable qui forme le socle de la vie européenne et dont nous considérons trop souvent la morale comme quelque chose d'une vérité éternelle. Une société industrielle stable devrait mettre moins de temps à apparaître. La terre appartiendra au peuple qui y parviendra. En somme, je crois que les progrès de la science rendront finalement l'injustice industrielle aussi autodestructrice que l'est aujourd'hui l'injustice internationale.
Sur la question de l'énergie mécanique, il est axiomatique que quelques siècles suffiront à épuiser notre charbon et nos champs pétrolifères. Apparemment, ça n'est pas à démontrer. Pourtant, il y a, des réserves qui sont découvertes en Antarctique et à d'autres endroits. Donc je ne rejoins pas à 100% ce qui est inscrit. Comme on a souvent présumé que leur épuisement mènerait à l'écroulement de la civilisation industrielle, on me pardonnera sans doute de présenter quelques-uns des arguments qui me font penser le contraire. À mon avis, l'énergie hydraulique n'est probablement pas un substitut valable, du fait de sa faible quantité, de ses fluctuations saisonnières et de la distribution irrégulière. Elle pourrait cependant déplacer le centre de gravité de l'industrie vers des zones montagneuses, riches en cours d'eau, et à partir de là, permettent en tout cas d'exploiter d'autres ressources. Enfin, donc, nous devrons exploiter les ressources d'énergie intermittentes, mais inépuisables, que sont le vent et la lumière solaire. Donc, c'est vraiment l'énergie verte et tout ce qu'il en est. Si je le mettais, c'est vraiment sur ce côté féodal, où ça y est, on va retrouver des seigneurs qui dirigent pour la grande communauté la direction de ce qu'on doit faire, la répartition ou non d'ailleurs de ce qui est produit. Alors, revenons-en à Engels. Il y a d'autres choses que je voulais voir dans Dédale et Icare, mais je vous avoue que quand je suis en direct, il y a des fois des pensées qui m'échappent et j'essaye quand même de suivre. Là, on a 1h45. Je veux pas que les formats soient trop longs, en fait. Page 53. Donc, on revient un peu en arrière. Le communisme d'Owen. Alors, on rappellera quand même. Owen, il a aussi permis d'énormes progrès. Ne plus faire travailler les enfants, c'est une de ses idées. Donc, il y a des choses qui sont positives avec le socialisme. Il ne faut pas tout jeter en pâture et dire non, on n'en veut pas. Au contraire, il faut faire le tri. Là, à la page 53, donc on nous dit. Alors, 53, après j'aurai, sur celle-ci, ça sera bon, 54, et on passera à l'étude des réformateurs, et je pense qu'on s'arrêtera, on gardera Hayek pour la prochaine fois. Comme ça sera 3 émissions, on ne dit jamais 203, donc autant se faire plaisir. Les circonstances relativement favorables dans lesquelles il les avait placés étaient encore loin de permettre un développement complet et rationnel des caractères et des intelligences, et encore moins le libre exercice des facultés. Je cite. Et pourtant, la partie laborieuse de ces 2500 hommes produisait autant de richesses réelles pour la société qu'une population de 600 000 hommes n'aurait pu le faire, et il y a un demi-siècle de cela. Je me demandais, qu'est devenue la différence entre la richesse consommée par ces 2500 hommes et celle qu'auraient consommée 600 000 de ces hommes? Fin de citation. La réponse était simple. Elle a été consacrée à payer aux propriétaires de l'établissement 5% d'intérêt pour le capital engagé, outre un profit réalisé de 300 000 livres sterling. Ce qui était vrai pour New Lanark l'était à plus forte raison pour toutes les fabriques d'Angleterre. Je cite. Sans cette nouvelle richesse créée avec l'aide des machines, on n'aurait pas pu soutenir les guerres contre Napoléon pour le maintien des principes aristocratiques de la société. Et pourtant, cette nouvelle puissance était l'œuvre de la classe ouvrière. Fin de citation. Elle devait donc lui appartenir. Les nouvelles forces de production qui jusque-là n'avaient servi qu'à enrichir les minorités et à servir les masses devinrent, pour Owen, les bases de la réorganisation sociale. Elles étaient destinées à appartenir à la communauté et à n'être employées que pour le bien-être commun. De cette manière pratique, conséquence pour ainsi dire de calcul commercial, naquit le communisme de Robert Owen. Il conserva toujours ce caractère pratique. Ainsi, en 1823, Owen proposa de remédier à la misère de l'Irlande par des colonies communistes. Il soumit tout un état détaillé des frais d'établissement, des dépenses annuelles et des revenus probables. Son plan définitif de réforme est étudié si minutieusement et avec une telle connaissance pratique que, si l'on concède sa méthode de réforme, on ne trouve pas d'objection à lui faire même au point de vue technique. L'adhésion au communisme fut le moment critique de la vie d'Owen. Tant qu'il s'était contenté du rôle de philanthrope, il n'avait récolté que richesse, approbation, honneur et renommée. Il fut l'homme le plus populaire d'Europe. Non seulement les bourgeois, mais les hommes d'État, les princes l'écoutaient et l'approuvaient. Mais lorsqu'il se fit l'apôtre du communisme, tout changea. D'après lui,
3 grands obstacles empêchaient toute réforme sociale. Je l'avais gardé pour après, mince. C'est pas grave, on va le mettre quand même. Donc, les 3 grands obstacles pour la réforme sociale, c'est la propriété individuelle, la religion et la forme actuelle du mariage. Alors regardez ça. Donc, il s'attaque à la religion, à la propriété et à la famille, au mariage, à ce genre de choses. Attendez, hop, que je remette ça là. Allons là-dedans. Et j'ai mis la page numéro 34. Il a fallu, pour en arriver là, triompher de l'esclavage, du servage et du monopole. Les classes laborieuses s'éveillent seulement à la liberté. Leur droit date d'hier, et on leur conseille déjà de s'en dessaisir. On veut qu'elles l'échangent contre la sécurité du salaire. C'est le marché d'Ésaü. On y sacrifierait une dignité réelle, un titre sérieux, à un bien-être éventuel et chimérique. Dieu nous garde d'une semblable déchéance. Tous les systèmes où l'on confie la puissance publique à l'exercice d'une tutelle presque universelle, arbitraire sur bien des points et impraticable dans l'ensemble, tous ces systèmes complets ou partiels, issus des spéculations socialistes, ne sont guère, malgré leurs prétentions à la nouveauté, qu'une forme nouvelle de cette longue exploitation contre laquelle se sont armés nos pères. Loin d'aller vers l'avenir, nous retournerions ainsi au passé. Loin d'aller vers l'avenir, donc nous retournerions ainsi au passé, étudier dans leur mouvement historique, voici ce que présente l'effet de cet ordre. Toute délégation de pouvoir s'est montrée jusqu'ici féconde en abus. Délégation aux souverains, délégation aux castes, délégation aux assemblées, délégation aux agents administratifs. Au lieu d'étendre ces délégations, tout conseille donc de les limiter autant que possible et de n'aliéner en matière de droit que ce que l'on ne peut sans danger, sans inconvénient, exercer soi-même. De là, cette conséquence que la plus grande latitude doit être laissée à l'initiative individuelle en imposant aux droits de chacun d'autres servitudes que le respect du droit d'autrui ou de la communauté. Donc ils amènent vraiment à... Il y avait un autre passage que j'avais pris, attendez. Je vous renverrai, on en reparlera la prochaine fois. On arrive à 2 heures. Donc prochaine fois, on reviendra sur ça. Hayek, la route de la servitude. Là, je vais le finir. Et dedans, il y a plein de choses intéressantes. Justement, qui viendront mettre du contraste par rapport à tout ce qu'on a vu avant. J'ai aussi 2 petites surprises. L'esclavage en terre d'islam. Là, je suis rendu à la page 75 et on reverra les lois islamiques sur la charia, sur l'esclavage ou non, est-ce qu'ils ont condamné. Alors, leur prophète d'un côté qui invite à libérer les gens, mais de l'autre qui a par exemple enlevé la taxe sur les esclaves. On verra que dans certains harems, il y avait des gens qui possédaient 1000, 2000, voire 5000 femmes esclaves, dont ils pouvaient se donner à la sexualité la plus dépravée avec elles. Et entre autres des blanches. Quand les noirs, eux, étaient asservis, par exemple, aux champs. On en reparlera. Excellent travail, l'esclavage en terre d'islam, et que je recouperai avec un autre livre sur, pareil, le côté, tout ce qui est des rapports sexuels et ce genre de choses. Enfin, il y a ce livre. Alors j'avais juste mis des petites références de pages, il faut que je me refasse les annotations plus sérieusement. Et on verra la chrétienté expliquée en continuité des lois de Moïse et on va dire de la révélation d'Abraham. L'islam qui se veut pareil. Et en fait, alors attendez, parce que dedans, c'est à la page... Je crois que c'est 134, un truc comme ça. Que je vous donne juste un petit exemple. La réinterprétation figurale des écritures hébraïques voit dans l'Ancien une avancée vers le Nouveau, et dans le Nouveau un correctif et un accomplissement de l'Ancien.
Tout comme la venue du Christ révélait le sens spirituel de la loi hébraïque, l'ancienne alliance de Dieu avec Israël était remplacée par une nouvelle alliance avec l'Israël véritable, à savoir l'Église chrétienne. Historiquement, cette appropriation de l'autorité du judaïsme eut peu d'influence pour convertir les Juifs au christianisme. Jusqu'à ce jour, le judaïsme n'a rien cédé devant cette revendication chrétienne de récupérer et de liquider son héritage. Mais pour la mission évangélique de l'Église, cette revendication était cruciale, car elle permettait aux premiers pères de fonder leur évolution sur une tradition ancienne et donc de proclamer, contre leurs détracteurs païens, que la venue du Christ avait révélé des choses cachées depuis la fondation du monde. Logos spermatikos. Les premiers apologistes chrétiens traitèrent largement la sagesse grecque comme ils traitèrent le judaïsme, en s'appropriant son autorité. À l'imitation de divers savants juifs, Justin Martyr par exemple, prétendit que beaucoup d'éléments justes et remarquables dans la philosophie morale grecque provenaient en réalité des écritures juives. Il alla jusqu'à prétendre que Platon avait lu Moïse et que le Christ avait été connu partiellement même par Socrate. Pour justifier l'anachronisme de cette affirmation, il élabora la notion de logos spermatikos, ou raison séminale, que Dieu aurait répandue sur le monde entier avant l'incarnation. C'est le logos spermatikos, déjà existant et largement disséminé, qui expliquait, selon lui, la présence dans la philosophie païenne de ces vérités compatibles avec la doctrine chrétienne, permettant à Socrate, Platon et d'autres sages païens de suggérer la vérité que le Christ révéla pleinement et complètement dans et par sa personne. Chez les païens, je cite, « Chacun parlait bien à partir de ce qu'il avait reçu du Verbe divin répandu dans le monde. » Fin de citation. C'est ainsi que Justin revendiquait pour le christianisme l'héritage antique des deux grandes traditions contre lesquelles l'Église accomplit sa révolution tout en s'appuyant sur elles, le judaïsme et la sagesse païenne. Ce que cet auteur fait pour les chrétiens, on pourra le faire si vous le souhaitez pour les musulmans, qui en fait viennent s'approprier ce que les chrétiens, les juifs avaient diffusé dans le monde pour former, en fait pour utiliser donc toutes les vertus qui ont été propagées et juste y ajouter un peu d'horreur. Que si tu n'es pas converti à leur religion, tu dois en fait être passé par le sabre. Si tu ne mets pas l'humiliation de la capitation depuis ta propre main, oui, en fait tu leur remets de l'argent, une sorte de taxe, parce que tu reconnais leur autorité suprême sur ton dogme, ou sur ta religion, ou ta spiritualité, et c'est un asservissement. Et en fait, ils se disent légitimes, parce qu'apparemment, ils ont hérité en fait de tout ce qu'il y avait par le passé. Donc on reviendra recouper ça pour comprendre l'âge culturel, la philosophie de l'histoire, l'âge culturel, l'âge également familial, l'âge encore, oui, on peut ajouter plein d'âges comme ça jusqu'à votre âge biologique. Mais même là, ce n'est pas exact, puisque l'âge biologique, est-ce qu'on peut dire qu'il est le même pour un individu du XXIe siècle, à nouveau la critique de l'homme moderne, et de celui qui vivait par exemple, je ne sais pas, 2000 ans avant Jésus-Christ. Puisque aujourd'hui, la notion d'être est complètement différente qu'à une autre époque. La connaissance, le savoir sont démultipliés. Quand je vous prends un ouvrage comme ça et que je vous lis, qui dedans même reprend pareil des analystes, des recherches, des écrivains, des philosophes et tout ce qu'on veut, ou pareil là-dedans, on est déjà sur des héritages de plusieurs personnes et de centaines d'années. Et on reviendra donc sur la notion d'être, de ne pas être. Il y a pas mal de choses encore que je vous réserve. À très bientôt, la vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, et on se retrouvera pour la 3e émission. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez. Merci. 2 heures, très bon format.